Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Un véritable plaisir comme d'habitude de vous retrouver. En plus, ça va être assez exceptionnel comme d'habitude, mais là vraiment très exceptionnel. Plein de sourires, plein de conseils, plein de bienveillance, plein d'énergie. Ça va être assez génial. Bonsoir à toutes. Dites-nous d'où vous venez parce que vous êtes extrêmement nombreux, extrêmement nombreux. Oula, oula, ça commence très très fort. Vous êtes, oula, mais ça va trop vite. Vous êtes de Grandville, du Mans, de Toulon, de Bretagne, de Bruxelles. Oh là là, mais c'est monstrueux. Vous êtes déjà plus de 2000. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Luc Baudin, docteur Baudin, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux de partager cette soirée avec mon ami Frédéric. Je pense que on va, comme je suis maintenant pendant quelque temps encore en Polynésie, je vais vous apporter beaucoup de mana, comme ils disent ici. C'est quoi le mana, Luc? C'est quoi? C'est Ah quoi bah le... t'as qu'à regarder les danses maoris avant le match de rugby, tu vas voir un petit peu le mana qui émane. Ah, C'est c'est la, ça. c'est l'énergie vitale, si tu veux. Donc pour Ah, les là, c'est très clair. Polynésiens, les Polynésiens, ils captent l'énergie que nous on appelle l'énergie universelle, l'énergie du A, et qui transforme à l'intérieur de nous. À l'intérieur, on transforme ça en force de en vitalité. C'est ce qu'ils appellent le mana. Et quand on Ouais. a un grand mana, paraît-il, nous sommes invincibles. Alors, je vous souhaite d'être invincibles, mes amis. On va tout faire pour. Quelques petits conseils comme d'habitude pour ceux qui nous rejoignent. Essayez d'être bien installés comme d'habitude. Essayez d'avoir une connexion filaire plutôt qu'une connexion Wi-Fi. C'est quand même mieux pour plein de choses pour votre santé. Installez-vous avec un petit verre d'eau, avec une boisson chaude pour pouvoir prendre des notes aussi avec un petit calepin. C'est pas sur la boisson chaude que vous allez prendre les notes. Évidemment, c'est sur le petit calepin. Et n'hésitez pas si vous avez des problèmes de connexion, si vous avez des problèmes de son, si vous avez des problèmes d'interférence, n'hésitez pas à vous déconnecter pour vous reconnecter. Des fois, comme nous sommes extrêmement nombreux, il peut y avoir des problèmes de débit. Donc voilà, bienvenue à tous. Vous êtes tous les bienvenus. Ça va être un véritable plaisir ce soir. Donc nous avons la chance d'avoir un mélange énergisant d'un large sourire, le sourire de Luc, un véritable plaisir, un rayon de soleil de la Polynésie, hein, comme vous le disiez, avec plein de mana et surtout un webinaire qui s'annonce très très riche en conseils, avec une approche un petit peu, pas très commune quand même, une approche un peu commune, cette médecine énergétique que vous allez nous expliquer. Hein. Euh, Comment est-il possible de vous présenter en quelques mots? Vous êtes formé à l'acupuncture, à l'homéopathie, à la sophrologie, à l'ostéopathie, à la mésothérapie, l'oligothérapie, la phytothérapie. Vous avez lié en plus beaucoup de choses à la médecine conventionnelle, dite conventionnelle. En plus, vous avez rajouté tout ce qui est un petit peu spirituel et psychosomatique, émotionnel, etc., avec la PNL, la symbolique des maladies, la micronutrition, etc. Et surtout, vous avez, c'est ça qui donne cet ancrage quand même assez pertinent chez vous, c'est aussi ce diplôme universitaire en cancérologie qui vous permet d'avoir vraiment un vrai recul sur la totalité. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a fait que vous avez, on va dire, basculé du côté clair de la force? Bon, je pense qu'il est important déjà de ne pas opposer les médecines entre elles. Parce que ce soit les médecines conventionnelles, les médecines naturelles, les médecines énergétiques, etc., elles ont toutes leur place. Elles sont toutes en complémentarité. C'est vrai que moi, je suis un éternel curieux de la médecine. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mes études de médecine, quand j'ai passé mon doctorat, c'était à ce moment-là aussi qu'il y a eu ma mère qui a eu une grave rechute au niveau de son cancer. Et là, j'ai vu tout ce que pouvait apporter de bien la médecine conventionnelle, mais aussi les lacunes qu'elle pouvait avoir. Et donc, moi, dans tout mon processus, j'étais toujours curieux de trouver des nouvelles voies, des nouvelles techniques, des nouvelles spécialités. Alors, j'ai commencé bien sûr par tout ce qui était d'ordre, je dirais, physique. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, mes trois premières spécialités ça a été l'acupuncture, la sophrologie et l'homéopathie. Donc, c'était mes trois premières spécialités qui m'ont accompagné pendant toute la durée de mon exercice médical, qui a duré 25 ans environ. J'ai jamais trop compté, mais c'est dans ces eaux-là à peu près. Et en fait, quand on regarde bien, l'acupuncture, j'étais déjà dans l'énergie. On parlait de la Oui,
l'énergie, etc. Dans l'homéopathie, j'étais déjà dans une médecine informationnelle. Donc c'était vraiment, on passait à un autre niveau. Il n'y a rien dans les remèdes homéopathiques, surtout quand on passe la 7e ou la 9e centésimale, c'est que de l'eau. Donc qu'est-ce qui reste dans cette eau? Il reste l'information, la vibration de l'information. Et puis la troisième spécialité qui était la sophrologie. Et la sophrologie, qu'est-ce qu'on s'aperçoit que c'est? Comme lui, on parle de l'hypnose maintenant, on parle moins de sophrologie, on parle plus d'hypnose. C'est à peu près la même chose, c'est des cousins germains. Eh bien, en fin de compte, le sophrologue ne va faire qu'induire, va passer un message. Mais qu'est-ce qui fait la chose? Qu'est-ce qui fait la réalisation dans le corps? C'est l'esprit. Le sophrologue passe l'information et l'esprit du patient va prendre l'information et va la réaliser. Elle va commencer à arrêter la douleur, elle va calmer, arrêter un saignement, etc. Mais ce qui m'a permis de comprendre à ce moment-là, c'est qu'en fin de compte, c'était la puissance de notre esprit et rien d'autre. Et donc, quelque part, déjà, avec ces 3 premières spécialités, sans le savoir, j'étais déjà en train de mettre un pas dans l'autre côté de la vision de la médecine. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la symbolique des maladies et je la trouve extrêmement importante et je trouve qu'elle devrait être largement mieux connue parce que ça fait partie des traitements que devraient suivre tous les patients. Ouais, c'est un sacré parcours quand même. Alors, je rappelle juste aux abonnés, ne vous inquiétez pas, nous allons essayer, tant que faire se peut, de répondre au maximum de vos questions. Et en plus, vous aurez quelques petites surprises lors de ce programme, et notamment à la fin du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous nous avez parlé de médecine informationnelle, de médecine énergétique. Est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous définir, d'une part, quelles sont ces médecines, parce qu'on entend parler de magnétisme, de chamanisme, de FT, etc. Mais surtout, comment vous pourriez définir cette médecine énergétique? Voilà. Une toute petite précision, Frédéric, avant de répondre à ta question, et j'ai oublié de le dire précédemment, c'est que j'ai un diplôme, certes, mais de cancérologie clinique. Oui, C'est-à-dire que je ne suis pas cancérologue, j'ai une compétence en cancérologie, mais j'ai pas jamais passé mon diplôme de cancérologie qui m'aurait nécessité 2 ou 3 ans encore supplémentaires au cours de ma carrière. Donc je l'ai jamais passé, mais j'ai un diplôme de cancérologie clinique, ce qui n'est pas le diplôme de cancérologie. Voilà, je donc n'ai pas dit que vous étiez cancérologue, hein. J'ai dit que vous étiez diplômé universitaire de cancérologie. non, mais vous avez très très bien agi, mais je veux que ce soit très clair avec C'est important. avec les personnes. Moi, j'aime bien toujours que la plus grande franchise, enfin, la plus grande transparence par rapport à tout ça, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine énergétique? Je le disais tout à l'heure, j'ai j'avais plein de patients qui venaient dans mon cabinet, qui étaient des magnétiseurs, des guérisseurs, des rebouteux, des toucheurs de feu, des voyants, etc. Et donc, ces gens-là venaient me voir parce qu'ils savaient que quelque part, j'allais les accepter tels qu'ils sont, malgré le métier qu'ils faisaient, et que pour moi n'étaient pas antagonistes avec la médecine conventionnelle, etc. Donc ils m'ont passé plein d'informations, etc. Il y a aussi la médecine bien sûr chinoise j'étais voir des guérisseurs, j'étais dans certains hôpitaux chinois où il y avait des médecins qigong, des médecins acupuncteurs, les médecins traditionnels de phytothérapie, etc. Donc tout ça, ça manipule. On est toujours en train de parler de l'énergie, un peu comme dans l'Ayurveda avec les différents corps. Or, en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu les résultats. Mais je ne me suis pas permis d'exercer parce que pour moi, c'était toujours empirique. En tant que tout-bib, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, en fait. Et en fait, j'ai commencé à me plonger d'abord dans la définition d'énergie. Alors là, ça a été de la rigolade parce qu'en fin de compte, on n'est pas capable de définir ce que c'est que l'énergie. On ne sait pas ce que c'est que l'énergie. On peut définir l'énergie par ce qu'elle fait, qu'elle réalise sur nous, etc., mais par le travail qu'elle peut fournir au niveau de la physique, mais on n'est pas capable de définir ce qu'elle est exactement. Et après ça, moi, j'ai commencé à travailler sur la physique quantique. Enfin, à travailler, excusez-moi. Là encore que le terme soit juste, j'ai commencé à lire les traités de physique quantique. Et là, j'ai commencé à comprendre comment que nous étions faits que d'énergie, que chaque particule de notre corps n'est fait que d'énergie. On est nourri de l'énergie à chaque instant de notre vie, comme le montrent les Chinois. On est formé d'un corps physique qui est un corps énergétique et de corps subtils qui font partie intégrante de nous. Donc tout ça, ça m'a permis de comprendre que nous étions énergétiques avant même d'être, je dirais, chimiques.
parce qu'on est formé d'atomes, de molécules, etc., avant même d'être biologique, donc formé d'organes, de cellules, etc., avant d'être des organismes. Donc, quelque part, les soins énergétiques sont en amont de tout ça, et ça permet aussi de comprendre que l'on peut agir autant sur le physique que sur le psychologique grâce à l'énergétique, parce que nous sommes en amont. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment les soins énergétiques pouvaient fonctionner, et c'est là que j'ai commencé à exercer quelques soins énergétiques au sein de mon cabinet, et c'est là que j'ai commencé à voir les résultats obtenus. Mais alors, par quoi vous avez commencé techniquement? Parce que quand on voit aussi bien l'EFT que, bon, évidemment, on parle de médecine quantique, mais là, c'est très, très large. Quand on voit l'EFT, quand on voit le chamanisme, etc., comment vous entrez dans un diagnostic et dans une évaluation et comment vous allez choisir la technique qui vous siera le mieux ou que vous pensez être la meilleure pour le patient? Voilà, c'est l'expérience qui va faire que tel patient va arriver. Donc, s'il a une grosse infection, bah, c'est évident que je vais utiliser des antibiotiques. S'il a une infection qui est de moindre importance, à ce moment-là, je vais commencer peut-être à utiliser les huiles essentielles. Après ça, dans les choses simples, je vais plutôt utiliser, ou les traitements de terrain, je vais plutôt utiliser l'homéopathie, l'acupuncture sur les douleurs. C'est avec l'expérience qu'on finit par apprendre quel est le meilleur. Mais personnellement, sur la fin de ma pratique, tous mes patients bénéficiaient d'un soin énergétique. Je dirais que quel que soit leur motif. C'est-à-dire que c'était soit un soin énergétique qui était toujours en complémentation du reste. Parce que au niveau énergétique, il y a un point il y a beaucoup de causes, mais il y a un point qui est vraiment très important, qu'on retrouve d'ailleurs tout à fait avec la médecine chinoise, c'est qu'il y a les blocages dans la circulation énergétique. Blocage dans la vision chinoise du terme, mais blocage aussi dans la circulation générale de nos corps subtils, blocage par exemple dans les chakras, etc. Et on sait que quand il y a un blocage, tôt ou tard, ce blocage va entraîner une maladie, un problème de santé, un trouble de santé. Donc c'est pour ça que les Chinois disaient toujours, on faisait de la médecine préventive, on traitait le blocage avant qu'il ne déclenche une maladie. Mais quand il y a une maladie, on va traiter le blocage parce que on sait que ce blocage va contribuer aux soins et à la guérison du patient. Ça va aider le traitement, les autres traitements, ça va contribuer à agir vers la guérison du patient. Est-ce qu'il est possible à ce stade de nous expliquer, de lister d'une certaine manière les différentes techniques médecine énergétique, les approches énergétiques, par exemple l'EFT. L'EFT, en un mot, c'est quoi? Et L'EFT, c'est si tu veux, excusez-moi parce qu'on se tutoie hors antenne avec ouais, Frédéric. ouais. Et on va passer au-tu alors. Oui, j'aime mieux, ça Merci me, de pas sympathiser avec Luc. Donc effectivement, on va pas être hypocrite, on se tutoie, donc on se tutoie. voilà, je suis plus à l'aise. Voilà, donc, si tu veux, l'EFT est venu après. C'est toutes les techniques de psycho-énergétique qui sont venues après. Pour moi, j'ai les soins énergétiques purs qui sont, comme je les pratique pendant dans les stages, etc. Où on replace on replace les corps énergétiques, on va lever les chakras, lever les blocages énergétiques, recharger, vider les mauvaises énergies, etc. Donc ça, c'est tout un protocole que j'ai mis au point, qui est perfectible, hein, parce que c'est le protocole qui évolue toujours, de toute façon, d'année en année. Et puis après ça, il y a d'autres techniques énergétiques qui sont aussi tout à fait bien, comme dont tu parles, par exemple, de l'EFT. On aurait pu parler aussi donc de la méthode Tempé dont je parle aussi au niveau de la formation. On peut parler aussi d'autres visions. Et ces techniques, là, elles travaillent toujours sur le même principe. C'est que quand on a un problème physique ou psychologique, on a un blocage dans la circulation énergétique. Et donc, si on se concentre sur le problème que l'on a, physique ou psychologique, et en même temps, on va travailler sur certains points d'acupuncture qui sont à l'origine qui sont sur les méridiens qui sont bloqués. Comme on ne sait pas exactement quels sont les méridiens bloqués, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir tous les méridiens. C'est-à-dire que tous les méridiens qui seront bloqués seront ouverts et les méridiens qui ne le sont pas, les méridiens qui sont bloqués vont s'ouvrir et les méridiens qui étaient déjà ouverts,
rien faire de plus. Ça va pas être on va pas les ouvrir davantage. Donc, ça permet à ce moment-là de faire recirculer l'énergie. Et à ce moment-là, ben là, quand il y avait une douleur de bloqué, par exemple sur une épaule, ça fait recirculer l'énergie. À ce moment-là, ça permet de libérer les énergies perverses qui étaient bloquées et donc de soulager l'organe. Ça permet au niveau du cerveau de faire recirculer l'énergie, si bien que la personne va prendre du recul par rapport à son problème. Et prenant du recul par rapport à son problème, elle va pouvoir mieux solutionner, trouver la manière de se sortir de sa problématique. Donc, sont des techniques qui sont très rapides. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des techniques que l'on peut apprendre et réaliser par soi-même. Alors, ça fera pas, on remplacera pas non plus les thérapeutes ou les médecins, mais ça déjà, ça permet de dégager déjà un grand nombre de petits problèmes, de notre vie quotidienne. Et même dans les cas importants, eh bien, ces techniques vont s'appliquer, vont se mettre en parfaite complémentarité. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Comme tu es médecin, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Quels sont les, t'imagines bien la question, comment tu es perçu vis-à-vis de tes confrères médecins? Je parle pas des praticiens comme nous, médecine non conventionnelle, médecine complémentaire alternative, même si ça t'importe peu peut-être, mais juste savoir quel est quand tu amènes un résultat patent envers un patient, qu'est-ce que dit? Tu sais, de toute façon, les résultats patents, beaucoup, la plupart du temps sont repoussés un petit peu de côté, comme quoi ça faisait partie toujours d'autres choses également. C'est vrai que là, il m'était donné tout dernièrement aussi de rencontrer un certain nombre de psychiatres, et là, c'était très intéressant d'ailleurs parce que je parlais de Ho'oponopono, du Ho'oponopono nouveau là que j'ai mis au point. On va en parler. Plus loin, c'est que quand Ah, un petit blocage de l'image. Nous avons perdu notre cher Luc. Hop là. voilà, hop là. Mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'anicroche ni quoi que ce soit, mais ça m'a permis de comprendre encore une fois qu'il y avait un grand fossé qui séparait ces différents points de vue. Et ce qui est toujours le dommage aujourd'hui de la médecine, moi je suis médecin à l'origine et j'ai un grand respect de la médecine, et je dis toujours, si j'ai un infarctus tout de suite, appelez le SAMU, je serai très content. C'est évident. Donc, il faut bien comprendre il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, mais d'un autre côté, là où je suis pas content du tout, c'est quand la médecine prend toute la place et refuse de regarder justement ces autres possibilités thérapeutiques. Et encore en plus, c'est surtout quand les patients n'ont plus, quand la médecine n'a plus de solution. Au lieu de dire on n'a plus de solution, allez regarder du côté des médecines naturelles, peut-être qu'ils en auront. Eh bien, non, on n'a plus de solution. Donc, s'il n'y a plus de solution dans la médecine conventionnelle, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution du tout, nulle part. Ce qui est faux, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent être données ailleurs, que ce soit pendant soit avec des traitements conventionnels. Quelle est l'idée de dire on n'a plus de solution? Peut-être qu'il serait intéressant de regarder ailleurs s'il n'y en a pas d'autres. Alors, même s'il y a alors ça coupe un petit peu là, je sais pas ce qui se passe, il y a des petits problèmes de débit. Oui, ça coupe un peu, en effet. Luc va revenir dans quelques instants. Désolé pour ces petits contretemps, évidemment, parce que nous avons cette chance quand même de pouvoir avoir Luc du bout du monde. Il est là, il est revenu. Et le voilà le revenu. Et le voilà revenu. Le son est meilleur. Pour la petite histoire, je suis à Tahiti et j'ai la fibre optique. Ouais. Et l'autre moitié du temps, j'habite en France, du côté de Montpellier. Et à 10 km de Montpellier, il n'y a pas la fibre. Comme quoi, voilà, tout le monde nous entend bien. Donc, voilà, donc c'est un petit peu, c'est toutes ces visions il faut avoir une vision globale de l'individu, et quand de prendre que la santé sur le plan physique est, à mon sens, extrêmement beaucoup trop limitatif. Et je mettrais une pierre dans la mare en disant que pour moi, justement, le fait de ne soigner que le côté
physique qui est très bien d'ailleurs, faut pas négliger. On arrive à soigner le diabète, on le soigne, mais on le guérit pas. On soulage, c'est des gens qui seraient morts autrement peut-être à cause de cette maladie-là. Et donc grâce à la médecine, on arrive à les équilibrer et à éviter des évolutions qui pourraient être mortelles. Mais d'un autre côté, on ne les guérit pas. Et c'est parce que peut-être qu'on ne prend pas le sens symbolique des choses et regarder un petit peu la médecine d'une manière beaucoup plus large sur le plan émotionnel, psychologique, énergétique et même spirituel. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé. Je dirais plutôt la recherche de sens, sens de la maladie, sens de sa vie, mission, la raison d'être sur cette vie, etc. C'est un peu ça. Justement, je te prends au mot et soyons concrets. Soyons concrets. Le diabète, nous avons plein de questions, évidemment. Il y a presque plus de 3000 personnes qui assistent et on voit la qualité, on comprend pourquoi tout le monde est là. Justement, prenons le diabète, par exemple. Quelqu'un vient dans ton cabinet avec un diabète. Médicalement, tu sais effectivement en faire le diagnostic. Quelle sera ta démarche énergétique vis-à-vis du diabète? Ah, énergétique. Si tu veux, d'abord, il faut distinguer le diabète de type 1 qu'on retrouve surtout chez les petits enfants, les nourrissons, qui sont plus de nature génétique, etc. Et les diabètes de type 2 qu'on retrouvait classiquement, c'était le diabète de la cinquantaine qu'on appelait autrefois. Malheureusement, ce diabète devient de plus en plus jeune. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un diabète, déjà, la première chose, c'est de, bien sûr, faire attention, c'est surtout un problème d'insulinorésistance dans un premier temps. Donc la première chose, c'est bien sûr de faire attention à toutes ces sacrées saloperies de sucreries et même des édulcorants de synthèse qui les remplacent parce qu'on reste toujours dans des produits chimiques. Et d'un autre côté, on sait aussi que si la personne, généralement sont en surpoids, elle perd elle perd quelques kilos, jusqu'à une dizaine de kilos, et ça permet de reculer l'âge du diabète jusqu'à une dizaine d'années, voire davantage. Donc c'est vraiment extrêmement important. Perte de poids, activité physique, à supprimer les sucreries. Du point de vue énergétique, et j'y arrive, c'est que tout simplement, moi si une personne arrive, je vais commencer par regarder si elle n'a pas un blocage énergétique au niveau de son pancréas, tout simplement. Et là, donc souvent, on trouve un blocage énergétique. Ce blocage énergétique est d'ailleurs souvent très, très lié avec un choc émotionnel que la personne a pu avoir au cours de sa vie. Et c'est ce choc émotionnel qui est souvent la cause du blocage dans la circulation énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on enlève le blocage, eh bien, on va enlever ipso facto le choc émotionnel et on va libérer l'organe. Alors après, jusqu'à quel point l'élément peut aller jusqu'à la guérison? Voilà une bonne question. C'est une question qui va dépendre de chacun. Ça va dépendre un peu du stade de la maladie, etc. Mais ce que je peux vous dire, et il y a une technique qui est une technique énergétique également qui est comprise dans la formation que vous allez peut-être suivre, qui s'appelle la méthode AORA. AORA, c'est une méthode qui est de concentration sur certains points, parce qu'on sait aussi que l'attention, l'énergie suit toujours l'attention. Eh bien, AORA, je me rappelle, quand j'ai sorti mon premier bouquin dessus, j'étais parti à Montréal, au Canada. Donc moi, comme j'étais au début de Aora, je me contentais surtout de travailler sur tout ce qui est bobologie, les troubles digestifs, les maux de tête, les douleurs à droite, à gauche. Tout ça, je me suis contenté de ça. Mais mes amis québécois ont été bien plus loin que tout ce que j'avais pu imaginer au départ. Et justement, au niveau du diabète, il y en a eu plusieurs qui m'ont dit, simplement en faisant la méthode AORA sur leur pancréas, ils ont vu la glycémie qui commençait à diminuer. Voilà, donc est-ce qu'on ira jusqu'au bout mais après ça, l'autre élément, c'est qu'il faut comprendre, c'est que toute maladie, il y a toujours un symbole. Et le symbolique n'est pas qu'à comprendre. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que comprendre d'où ça vient, le choc émotionnel, etc., c'est joli, c'est bien gentil, mais ça ne donne rien de plus que de travailler intellectuellement. Ce qui est important, c'est que quand on a trouvé la cause, le blocage, la raison, le choc émotionnel, la symbolique, il faut changer. Du genre, vous avez une douleur au niveau du genou, ça veut dire que vous n'arrivez pas, il y a une situation dans votre vie où vous n'arrivez pas à fléchir, à plier. Ou si vous pliez, vous avez l'impression que vous allez vous mettre à genoux devant quelqu'un que vous n'avez pas du tout envie de le faire. Ok, bon.
intellectuellement intéressant, mais il ne faut absolument pas en rester là. Il faut bien sûr prendre le genou sur le plan physique, avec du repos, avec des traitements, avec des plans, avec point de vue énergétique. On donnera des résultats extraordinairement intéressants parce qu'on va avoir le résultat, le soulagement, généralement, on le voit immédiatement. Mais il faut après ça que la personne comprenne d'où vient le blocage psychologique, où est-ce qu'elle a eu cette rigidité, mais qu'elle change sa décision de cette rigidité. Ok, j'étais rigide en décidant ça. Maintenant, j'ai compris, mon corps, ma conscience me dit que c'est pas bon, donc je suis prêt à changer. Je change ma décision, je change mon point de vue, j'assouplis mon point de vue. Et là, en assouplissant le point de vue d'un côté, en changeant sa manière de penser et en travaillant aussi sur le mode de vie, là, on peut obtenir vraiment des guérisons et des guérisons qui peuvent aller, à mon sens, très loin. Un petit peu plus loin. J'enlèverai le petit peu, mais bon, c'est pas. Petit peu. C'est un doux euphémisme. Mais non limite. Parce que la guérison ne nous appartient pas. La guérison appartient toujours au patient. Et on a vu des personnes qui revenaient de cas dits désespérés. Et regardez, il y a plein de bouquins sur les guérisons miraculeuses, les guérisons inattendues, les guérisons remarquables, appelez ça comme vous voulez. Il y en a plein. Et donc, s'ils sont revenus, eux, pourquoi pas les autres? Il n'y a pas de raison. Hein. Je tiens à préciser juste à ce stade, ne vous inquiétez pas, nous allons dans une prochaine partie répondre à toutes vos questions, enfin toutes, au maximum de questions, parce qu'il y en a une foultitude, tu imagines bien, c'est assez important. Mais j'aimerais revenir sur un point un petit peu technique. Tu dis, OK, il y a un blocage. Alors, on va parler de pathologies un peu plus prégnantes, un petit peu plus lourdes, hélas, mais tu dis il y a un blocage au niveau du diabète, au niveau du pancréas pour le diabète. Comment tu mets en évidence ceci? Je sais que ça fait partie du programme, ça fait partie d'une formation, ça ne s'improvise pas comme ça, mais juste donne un petit peu quelques pistes pour explorer ça. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne au cours de mes stages. C'est un peu différent. De toute façon, c'est très simple. Hein. C'est qu'en fait, là aussi, il n'y a pas de secret parce qu'on le retrouve aussi dans mes bouquins. J'ai écrit un bouquin sur le manuel de soins énergétiques où tout est expliqué en détail. Donc, rien ne m'appartient. Donc, c'est normal de le transmettre. Et quand on veut ressentir quelque chose au niveau énergie, eh bien là, c'est ce que j'explique aussi pas mal dans notre formation de parcours E, c'est qu'en fait, la première chose à faire quand on veut ressentir quelque chose au niveau énergétique, c'est de demander à le ressentir. Parce que si vous passez une main comme ça dans un corps énergétique sans rien demander, vous allez ressentir des trucs, mais vous ne saurez pas quoi. Par contre, vous passez la main en demandant à ressentir, par exemple, le blocage énergétique, eh bien, en passant la main, vous allez ressentir des choses qui vont être différentes dans votre main. Et là, avec la pratique, vous finissez par bien le ressentir. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir à ce moment-là le mettre en évidence. Et puis après ça, il suffira de l'enlever ou moi, je préfère mieux de le transmuter maintenant parce que la transmutation est quelque chose qui est beaucoup plus joli comme technique énergétique parce que l'exérèse, on prenait les choses et on les envoyait, on faisait de la chirurgie, je dirais quelque part. Ce qui est bien, ce qui a été efficace pendant des milliers d'années. Maintenant, on peut travailler aussi différemment, c'est-à-dire transmuter, transformer ces énergies négatives en énergies positives. Voilà. Donc, ce qui montre aussi au passage que dans les énergies comme ailleurs, il y a du bon et il y a du moins bon, hein, c'est évident. Il y a les énergies usagées, les énergies perverses, comme disaient les Chinois, etc. Là aussi, il convient de savoir s'en protéger. Il y a un petit protocole à suivre, ça aussi que je montre dans le parcours, parce que c'est important de savoir que l'énergie, il y a des belles énergies, des énergies qui sont absolument merveilleuses, mais il y en a aussi qui sont très très mauvaises et qui peuvent entraîner, qui peuvent mettre lancé d'une personne à une autre, etc. Donc il faut savoir aussi que c'est possible et sans vivre dans la peur, parce que ça sert à rien du tout. La peur attire le danger. Donc c'est plutôt être toujours. Il y a des petites techniques qui sont très simples pour s'en protéger ou limiter la protection. Je pense que tu vas l'évoquer évidemment avec le programme et le parcours, mais justement dans ce parcours, il y a des pathologies assez lourdes, une pathologie lourde qui te tient à cœur, c'est le cancer, les cancers évidemment, il n'y a pas qu'un seul cancer. Je pense que tu peux donner une connotation bien particulière à cette pathologie d'un point de vue psychologique, émotionnel, d'un point de vue énergétique. Quelle est ta vision des cancers, hélas?
Des cancers. Ben, c'est-à-dire, c'est qu'il y a, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand une personne a un cancer, déjà, au départ, on me pose souvent la question, oui, mais je veux pas de chirurgie, je veux pas de chimio, etc. Bon, déjà, c'est des éléments qu'il faut discuter avec le cancérologue. Mais je dirais, malheureusement, toutes ces techniques de médecine conventionnelle ont démontré leur efficacité. Et donc, je dis malheureusement parce que c'est pas malheureusement qu'ils ont démontré leur efficacité, c'est malheureusement nous n'avons pas en médecine naturelle d'études qui nous permettent de faire une alternative. C'est ça c'est là que je dis mon malheureusement. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, bah écoutez, suivez ce que discuter avec votre cancérologue, voir un petit peu s'il y a des personnes qui arrivent à manager, par exemple, éviter une chirurgie du sein contre une radiothérapie. Dans certains cas, c'est du domaine du possible. Après ça, discuter un petit peu avec eux. Mais je pense que les traitements conventionnels sont indispensables parce que ce sont les seuls qui ont montré leur efficacité. Après ça, les médecines naturelles ont un élément extrêmement important. Et moi, je travaille beaucoup en particulier avec certaines plantes, et qui donnent des résultats en association qui vont permettre de mieux supporter la chimio, de mieux renforcer les traitements conventionnels et d'apporter des éléments complémentaires dans des chances supplémentaires de guérison. Après ça, il faut travailler sur l'énergétique. Et l'énergétique, moi, j'ai vu des choses, mais fabuleuses avec l'énergie. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois des personnes qui allaient se faire opérer. Et donc je me rappelle, il y avait des femmes qui avaient une tumeur du sein, des hommes qui avaient des tumeurs au niveau de la gorge. Et donc, je palpais la tumeur avec eux avant mon soin. Après ça, je regardais le blocage. Et là, dans les histoires cancéreuses, on retrouve le blocage à tous les coups sur la tumeur. Je travaillais sur la tumeur en travaillant avec des soins particuliers que l'on fait sur les douleurs, sur les problèmes, etc., en vidant, nettoie les énergies usagées, etc. Et au cours de la séance, je voyais, donc ça prenait un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, je voyais le côté infiltrant qui disparaissait au niveau de la tumeur, le côté un petit peu trabéculaire qui disparaissait, je voyais la tumeur qui devenait de plus en plus ronde et qui avait même tendance à diminuer de taille. Et je peux vous dire qu'à la fin de la séance, je demandais à la personne de repalper avec moi la tumeur, parce que c'est vrai que on a tellement envie de faire du bien à notre patient qu'à la fin, on se dit, est-ce que c'est pas moi psychologiquement qui est en train de... Et en fait, je voyais le patient confirmer bien mon impression, etc. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est que ça n'était pas non plus une alternative à la chirurgie. Ça veut dire que simplement la personne a été se faire opérer, mais vous comprenez que si on trouve une tumeur qui n'est plus infiltrante, qui n'est plus trabéculaire et qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus nodulaire, je dirais, c'est au niveau chirurgical, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins traumatisant et moins mutilateur au niveau de la chirurgie, c'est évident. Donc moi j'ai été le premier estomaqué par rapport à ça. C'est le premier estomaqué parce que j'ai vu le résultat et avec mes patients et ils m'ont confirmé ce que j'avais. Ouais. Donc, on précise bien que c'est une médecine énergétique, c'est une médecine d'accompagnement, c'est une médecine non conventionnelle, certes, mais qui ne va pas à l'encontre de toute forme de conseil médical. De toute façon, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je dirais quelque part, la médecine énergétique, j'ai pas terminé d'ailleurs pour le cancer, il y avait aussi l'élément qui était important. Après l'énergétique, c'était de comprendre aussi le sens symbolique de cette maladie. Ça, c'est déjà très, très important. Après ça, de changer ce que veut dire, quelle est la souffrance de l'être qu'il y a derrière, et donc de changer sa manière de vivre, sa manière de penser. Parce que si j'ai vu une étude tout dernièrement qui m'a affligé parce que j'ai vu qu'il y avait une majorité de personnes qui étaient ce qu'on appelle en rémission. Parce que c'est des personnes qu'on surveille, on trouve plus de tumeurs cancéreuses, on trouve plus de cellules cancéreuses, mais peut-être il y en a des microscopiques, mais on n'est pas capable de les découvrir, et donc elles sont en rémission. Et ce qui m'a le plus fait de la peine, c'est qu'en fait, dans 60% des cas, les personnes n'ont rien changé dans leur vie. Rien changé dans leur manière de voir, dans leur manière de faire, etc. Ça, pour moi, ça m'a affligé parce que ça veut dire que quelque part, le ver est toujours dans le fruit. Et là, on donne la corde pour se prendre, la corde qui risque de favoriser soit une récidive, soit une deuxième maladie qui arrivera un peu plus tard sur le nom académique.
La maladie nous oblige de changer. Quelque part, c'est pas, le problème n'est pas savoir quel est le traitement qu'on va prendre, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette maladie. Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Et donc, quand on a compris ce qu'elle veut dire, changer, être prêt à changer en fonction de ce qu'elle nous a dit. Voilà. Est-ce que tu auras un exemple en tête d'un soin que tu aurais prodigué sur quelqu'un, sur une pathologie cancéreuse bien particulière, peut-être un cancer du sein, un cancer de la prostate ou un cancer digestif? Je sais pas, as-tu un exemple en tête de la symbolique, du sens que tu as pu lui donner et qui a fait que la personne est allée vers la résolution de son problème? Ah oui, voilà, Surtout comment tu as fait. Surtout comment tu as fait. c'est tout à fait classique. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé pas mal sur la symbolique de la maladie, donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et j'avais suivi d'ailleurs une formation à l'époque avec le docteur Hammer, qui était quelqu'un d'extrêmement intéressant sur la symbolique des maladies, mais d'extrêmement dangereux sur le plan des traitements qu'il préconisait. Donc il y a deux facettes il y avait deux facettes parce que je crois qu'il est décédé. Il y avait deux facettes dans cet homme. Le point de vue symbolique était extrêmement puissant. Par contre, le traitement qu'il préconisait, ou l'absence de traitement qu'il préconisait, ce qui était encore pire, était très dangereux. Et je pense qu'il y a pas des patients qui ont dû mourir à la suite de ses conseils. Et d'ailleurs, lui avait passé plusieurs années, 3 mois plus en prison à cause de ça. Je pense que c'était ajusté. Mais il m'avait quand même ouvert les yeux par rapport à la symbolique. Or, la symbolique des maladies est extrêmement intéressante parce que d'un seul coup, vous savez, quand on apprend la médecine, on nous apprend des maladies les unes à côté des autres. Donc, on a la gastrite, on a l'infection, on a le cancer, on a le ceci, on a cela. Ce sont des maladies qui sont les unes à côté des autres, qui touchent les êtres humains, mais on ne voit pas le rapport qu'il peut y avoir entre les unes et les autres. Ce sont des choses qui sont comme si elles étaient posées les unes à côté des autres. La symbolique réunit déjà un petit peu l'ensemble, et ce qui est déjà très important, la médecine spirituelle encore plus. Et donc, au niveau symbolique, moi, j'avais des patients qui avaient, je me rappelle comme ça d'une femme que je soignais depuis, une bonne dizaine d'années. Elle était une femme qui avait dans les 60-65 ans, qui venait toujours avec sa maman et qui avait donc dans les 85-90 ans et ils vivaient tout le temps, toujours ensemble, ces deux femmes. Et puis, j'ai eu le triste privilège de faire un diagnostic de cancer du sein à cette femme, à la femme la plus jeune, à celle qui avait 60-65 ans. Et puis, donc, elle est partie se faire opérer. Et souvent, c'est assez rapide. On a à peine le temps de revoir nos patients, même si on est le médecin de famille. Et puis, je me rappelle, j'avais été la voir à l'hôpital pour lui dire un petit mot, pour aller voir, pour lui remonter le moral, etc. Et puis, je me rappelle, je m'étais assis au bord de son lit. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas parce que le cancer que vous avez là, ce cancer-là vient souvent d'un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel, c'est quand on a un problème avec son conjoint, ou celui qui en tient lieu. Un problème ne veut pas dire forcément bagarre, ça peut être inquiétude par rapport au conjoint, etc. Je suis arrivé. Et là, très très souvent, mes patients m'ont répondu du tac au tac. Ils m'ont répondu la même chose en me disant, vous avez raison, docteur. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Vous vous rendez compte? Eh bien, j'avais un petit ami et il est mort 3 mois avant le début de mon cancer. Et là, c'était extrêmement fréquent que mes patients me répondaient du tac au tac. Vous avez raison, je n'en ai jamais parlé à personne. Parce que la plupart du temps, c'était des chocs émotionnels, surtout dans le cancer, extrêmement violents, très puissants. Mais c'est pas parce que la personne était seule, elle aurait pu en parler, par exemple, avec sa mère ou que sais-je, mais elle a préféré le vivre dans la solitude. Et là aussi, c'est un élément extrêmement fréquent. Et là, sincèrement, dans toutes ces, je donne dans mes livres, dans les formations comme le parcours, etc., je donne les informations dont je suis sûr. Il y a des cas qui sont un peu plus litigieux. Il faut bien comprendre en plus que pour un organe, il peut y avoir plusieurs explications aussi possibles. Les différents auteurs sont pas forcément toujours d'accord. À mon sens, ça peut venir d'un fait que, par exemple, si on prend un organe comme le sein, vous allez avoir les glandes galactophores, les canaux galactophores, vous allez avoir les artères, les ganglions, les tissus graisseux, la peau. Et donc, la tumeur cancéreuse peut toucher n'importe quel de ces tissus. Ce sera toujours un cancer du sein, mais ça touchera pas tout à fait le même tissu. Et donc, là aussi, comme ça touche un tissu, le principe général du conflit peut être un peu semblable, mais il sera un peu différent vu que le tissu n'est pas le même que selon que c'est une glande ou la peau qui va être touchée, par exemple.
C'est clair. Ce que tu nous expliques clairement, c'est que c'est une démarche, un mode de réflexion. C'est pas un protocole, c'est certainement pas une recette en tout cas. C'est une vraie réflexion. Par exemple, si on parle de réflexion, une autre pathologie qui est assez prégnante aussi et qui est une maladie de civilisation. Et on a l'impression, en t'écoutant, que ça fait partie des maladies qui sont vraiment à une consonance énergétique, c'est Alzheimer. Hein. Alzheimer. Alzheimer, oui, parce que là, a priori, on pense que dans les prochaines années, on va atteindre le 1 million de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Donc c'est absolument faramineux. Et pour moi, dans la maladie d'Alzheimer, en fin de compte, c'est moi, hein, c'est mon opinion, il y a deux temps. Le premier temps où là, je dis, on peut faire quelque chose. C'est quand la personne est en train de cheminer vers la maladie d'Alzheimer. C'est là ce que j'explique d'ailleurs dans les formations, etc., dans le parcours. Parce qu'en fait, sont des personnes qui, moi j'avais mes premiers patients, je les ai envoyés chez mes collègues neurologues pour avoir des informations, etc. Et là j'en suis revenu très dépité parce qu'en fait, il y avait les neurologues n'ont pas de traitement ou rassurent grosso modo les patients, même s'ils sont Alzheimer débutants, parce qu'en fin de compte il n'y a pas de traitement. Donc on est en train de temporiser, essayer de calmer un petit peu les angoisses du patient par rapport à ça, en disant que c'est bien, ça bouge pas, etc. Mais ça n'empêche que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de traitement. Or, ce qui est terrible, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec les médecines naturelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les médecines énergétiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, j'ai commencé à faire mes petits protocoles avec certaines plantes, avec certains oligo-éléments, avec certaines vitamines, avec certains soins. Et donc, et là, j'ai vu les résultats. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui étaient en maladie d'Alzheimer débutantes, qui ça s'est arrêté. J'avais même des personnes qui étaient dans les premiers stades et qui régressaient également. Donc, il y a tout un petit protocole qui est très simple, qui est du bien simple bon sens, et que j'ai écrit dans un bouquin il y a maintenant une dizaine d'années, et ce bouquin est toujours aussi juste aujourd'hui, parce que ce qui m'afflige aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en train d'attendre la médecine, la pilule miracle qui va nous sortir de là, alors qu'on a des possibilités de guérir, de prévenir, pardon, pas de guérir, de prévenir. Après ça, il y a le deuxième temps, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, symboliquement, ont souvent des constats d'échec de leur vie. Ils ont le sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi leur vie, et souvent le sentiment de ne pas se reconnaître dans la vie actuelle. Et donc, sincèrement, à un moment, les psychologues, d'ailleurs, mes collègues me le disaient bien, de temps en temps, ils flageolent un petit peu entre une dépression, entre une névrose, une psychose ou la maladie d'Alzheimer, et là, bling, ils descendent, ils passent du côté de la maladie d'Alzheimer. Et là, on a beaucoup plus de mal à les faire revenir parce qu'en fait, je pense que c'est eux qui ont décidé de partir de s'enfuir du présent pour aller dans le passé, et donc c'est pas facile à les faire revenir. On arrive à faire des choses qui sont souvent impressionnantes. Moi, je me rappelle avoir fait passer des bons vieux Tino Rossi dans certaines maisons de retraite. Enfin, et là, je voyais d'un seul coup les sourires, les yeux qui s'éclairaient, des personnes qui étaient grabataires, d'un seul coup revivaient le temps de cette chanson, et on sent bien que c'était très émouvant. Et en plus, comme on peut pas parler avec eux, la parole est un peu perdue, donc il faut faire toujours très attention de faire des paroles douces, pas agressives, etc. Et puis après ça, on peut travailler avec le toucher, les caresser. On peut, avec les soins énergétiques, moi j'avais d'excellents résultats pour les détendre, pour les relaxer, pour les mettre bien en forme, etc. Donc il y avait des soins qui étaient intéressants au début, dans la première phase, où ça contribuait à éviter cette évolution vers la maladie. Et puis d'un autre côté, au moment où ils étaient passés de la maladie d'Alzheimer, je me disais toujours, eh bien, s'ils sont là-bas, je dirais que le plus embêtant, c'est pas tellement d'être là-bas. Le plus embêtant, c'est que s'ils sont là-bas, qu'ils soient heureux. Or, c'est ça qui me faisait le plus de peine, c'est que souvent, je voyais les personnes qui avaient l'Alzheimer, j'avais l'impression qu'ils étaient souvent tristes, j'en voyais pas mal qui tristaient. Donc, alors donc, avec les soins énergétiques, là, on peut là aussi travailler sur ces angoisses, sur ce stress, etc. Et un dernier petit point aussi, qui, à mon sens, est important, parce que on considère souvent que la maladie d'Alzheimer est liée avec des lésions au niveau du cerveau. Les maladies neurodégénératives, comme on dit, on a des plaques amyloïdes, on a des dégénérescences neurofibrillaires au niveau des neurones, etc. Ce qui est juste. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes qui ont ces lésions et qui n'ont pas d'Alzheimer,
Mais aussi, et ce qui est encore le plus impressionnant, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des symptômes d'Alzheimer et qui, pour une journée, une heure, 10 minutes, elles vont retrouver leur conscience. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup interloqué et ça m'apporte beaucoup d'espoir aussi. Parce que je me dis, si la personne, avec son cerveau, elle n'a pas eu ses plaques amyloïdes qui sont parties pendant 10 minutes. Non, si cette personne est capable de retrouver sa pleine conscience en l'espace de 10 minutes, une heure, voire une journée, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas ça définitive. Et ça, c'est une grande bouffée d'espoir que je donne par rapport à ça. Alors, comme je vois passer pas mal de questions, je suis désolé, Luc, je t'interromps une seconde pour te dire, il y a juste une petite précision de Alain qui dit sommes-nous responsables à 100% de toutes nos maladies? N'est-ce pas trop facile comme principe de réflexion? Alors, je pense il y a un problème d'interprétation. On n'est pas responsable de notre maladie, on doit être responsable de notre mise en santé, de notre retour en santé. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, on est responsable de tout, mais c'est le mot responsable qui est souvent mal interprété, qui est représenté un peu comme culpabilité ou dans la vision un petit peu religieuse des choses. C'est-à-dire, c'est que on est responsable parce qu'en fin de compte, la plupart du temps, sont des mécanismes inconscients qui sont là derrière tout ça. Et c'est évident que si on faisait ça, peut-être que les personnes d'Alzheimer, il y a une fuite, ça c'est vrai, peut-être mais ils vont pas choisir, je vais pas choisir demain à partir d'Alzheimer, je vais pas choisir demain à tomber malade, etc. Et moi, j'avais toujours une phrase qui fait toujours rire, j'avais un consensus extraordinaire chez mes patients. 100% de mes patients m'ont toujours dit qu'ils tombaient malades le jour où il fallait pas. Donc, on n'est jamais prêt à tomber malade. On n'est jamais d'accord pour tomber malade, etc. Et si on tombe malade, c'est parce qu'on n'a pas entendu les autres appels que nous a fait notre vie, notre conscient, notre être intérieur. Et à force, évidemment, ça finit par être des éléments qui sont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne connais pas son nom à cette personne, mais il disait que si ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est quelque part qui est juste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on tombe malade, c'est qu'on a quelque part à l'intérieur de nous une souffrance qui s'exprime souvent au travers de mémoires erronées, au travers de programmes erronés, inconscients. Et c'est là qui est important, c'est que la maladie va permettre de conscientiser cette souffrance et ce programme erroné pour justement l'éliminer et pour justement amener à la guérison. Mais c'est le mot responsable qui est souvent connoté. On appelle ça avec la culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. On a tous des programmes, on a tous des croyances, on a des valeurs. Pour moi, le karma, d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'un programme erroné qu'on a amené d'une vie antérieure. Ça n'a aucun caractère de jugement. Ce n'est pas un jugement, le karma. C'est pas parce que tu as été méchant la fois précédente ou tu as été, et que tu vas le payer dans cette vie-là. Non. C'est qu'on a fait des conneries dans une vie précédente, on a créé des programmes erronés et on va les revivre dans cette vie-là. Mais c'est pas ni bien ni mal. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne que ce programme erroné n'est pas bon pour nous et qu'on le change. Simplement. C'est pas un jugement. Aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. Je ne crois pas au jugement. Non, ni le premier, ni le dernier, du reste. Hein. Quelques pathologies. Exactement. Quand on regarde les personnes qui ont vécu des états de mort imminente, ils nous le disent bien, de toute façon, il y en a qui vont jusqu'à revivre leur vie avec un être de lumière. Mais quand on revit sa vie, on sait très bien les raisons pour lesquelles on a fait ceci ou cela. Et quand on revit sa vie, on voit les répercussions de nos actions sur les autres. On le comprend très bien et on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous juger. Et l'être de lumière qui est avec la personne n'est pas là pour lui porter un jugement. Elle est là, au contraire, pour lui remonter le moral en lui disant, bon, t'as fait des conneries, c'est sûr, mais c'est avec les conneries aussi qu'on progresse. Bien sûr. Et on a besoin de connaître le mal pour apprécier le bien. C'est comme ça. Quelques pistes de soins énergétiques concernant plutôt les douleurs articulaires, s'il te plaît, Luc. On a beaucoup de questions sur les polyarthrites, sur l'arthrose, sur l'ostéoporose. Quelques pistes de soins énergétiques, pas trop de symboles, de sens et de symboles, mais de pistes de soins énergétiques.
La piste énergétique, de toute façon, quand une personne vient pour une arthrose ou une polyarthrite, d'abord pour une polyarthrite, je vous disais quelle est l'articulation qui vous fait le plus souffrir à l'intérieur. Donc, je travaillais sur l'articulation qui était déjà la plus souffrante, pareil pour le dos, etc. Quand je travaillais sur le dos, c'était encore plus bluffant parce que la personne était assise. Moi, je travaillais sur le dos, je ne la touchais pas. Et souvent, à la fin de la consultation, je touchais les endroits douloureux, je lui demandais de bouger, elle sentait la différence. Alors, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, qu'est-ce que je faisais? C'était très simple. Je commençais par rechercher, là encore, s'il n'y avait pas un blocage énergétique à ce niveau-là. Parce que s'il y a un blocage énergétique, ça veut dire que toutes les énergies usagées, perverses, se sont cristallisées dans cet organe. Donc, un, j'enlevais le blocage énergétique qui était là. Deux, je travaillais aussi sur la vidange des énergies usagées. Parce que, excusez-moi, à chaque instant de notre vie, on utilise l'énergie. On s'en aperçoit pas. Mais tout comme on s'aperçoit même pas qu'on est en train de respirer une dizaine de fois par minute, mais on respire et là, on utilise l'énergie d'une manière constante. Mais qu'une fois que cette énergie a été utilisée, elle devient usagée. C'est un déchet. Et donc, de temps en temps, au niveau des douleurs, au niveau des articulations, c'est là qu'il se trouve un blocage dans l'énergie. Et il y a beaucoup d'énergie usagée. Donc, il va falloir vidanger, lever le blocage, vidanger les énergies usagées. Mais aussi, encore un autre point qui est important, c'est que souvent, si la douleur est là depuis un petit moment, les énergies se sont comme cristallisées à l'intérieur. Donc, il va falloir les libérer, les liquéfier, les pulvériser, les transmuter pour pouvoir les éliminer. Et à partir du moment où on les élimine, c'est là on commence à voir l'amélioration au niveau des symptômes. Alors, on peut ne pas arriver à tout enlever en une fois, mais ça va y contribuer. Et là, on voit des choses, à partir du moment où on travaille bien de concert avec le patient, c'est intéressant. Parce que je dis qu'il faut qu'on travaille de concert, parce que là, je me rappelle d'une petite histoire. C'était une femme de 70-80 ans qui était venue me voir pour un hallux valgus, qui était extrêmement douloureux. L'hallux valgus, c'est la déformation du gros orteil qui s'en va vers l'extérieur. Et puis, je lui fais mon soin énergétique. Et puis, à la fin du soin, elle me dit, oh, dis donc, docteur, elle m'appelait Luc, parce que je la connaissais bien. Dis donc, Luc, à la fin du soin, c'était nickel. Je sentais plus rien, j'avais plus de douleur non plus. Et elle me dit, c'est là qu'il faut quand même un petit aide du patient. Elle me dit, pour voir jusqu'où ça allait tenir. Alors j'ai marché, pour savoir jusqu'où ça allait tenir pour cette douleur. Alors elle a marché 3, 4, 5 kilomètres, j'en sais rien, et la douleur est revenue. Mais là, c'est évident, c'est qu'elle a recréé le problème. Donc par contre, avec le soin énergétique, avec la personne qui est raisonnable pendant quelques temps pour bien consolider les résultats, et puis après ça peut-être revenir 2, 3 fois pour bien enlever toutes les énergies coincées dans l'articulation, eh bien, en comprenant après ça la symbolique, eh bien là, on peut arriver à des résultats qui sont très intéressants. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Vous savez, en tant que toubib, il y a tous nos patients, ils nous apportent des radios. Je vois des patients qui sont venus avec des radios impeccables et qui souffraient le martyre. J'ai vu, parce qu'on sait très bien, même une hernie discale ou des choses comme ça, on ne les voit pas sur les radios, mais la personne souffrait d'une manière importante. Et inversement, j'ai vu des radios qui étaient absolument désastreuses, avec des scolioses, des becs de perroquet, avec tout ce que vous voulez. Et puis le patient me montrait la radio, et heureusement, mon expérience faisait que j'étais pas en train de dire « oh là 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 là, quelle catastrophe », parce que là, j'étais en train de nourrir la peur du patient et j'étais en train de lui déclencher justement ces problèmes. Je disais très stoïquement et vous, comment ça va? Il me disait, moi ça va bien, pourquoi? Et donc il disait, ouais, il y a des petits trucs, un petit peu d'arthrose, on va travailler dessus, mais rien de méchant, etc. Mais donc, ça veut dire quoi? C'est que je disais toujours à mes patients, je ne guéris pas je ne travaille pas, je ne soigne pas les radios, je soigne les individus. Et donc, on obtient des résultats et normalement, après un soin, on doit sentir le résultat immédiatement. Donc, on peut travailler aussi avec le mouvement primordial, voilà, ce qui n'empêchait pas de temps en temps de me faire un petit peu d'ostéopathie quand il y avait besoin, ou de mettre quelques petits points d'acupuncture en plus. Voilà, c'était mes petites techniques qui donnaient des résultats au cours du soin. Et c'est rare. J'ai vu 1 ou 2 fois des personnes qui étaient reparties dans le même état qu'ils étaient arrivés, donc j'étais très désolé pour eux. Je me rappelle même, je voulais même pas les faire payer parce que je dis, j'ai pas vu le résultat. Il n'y a pas de changement.
Et puis elle me disait, si, docteur, vous avez fait plein de trucs pour moi, etc. Je vous paye votre consultation comme d'habitude. Et souvent, et là, les 2 fois, ils m'ont téléphoné le lendemain en me disant, vous savez, docteur Bodin, ce matin, quand je me suis levé, eh bien, j'avais plus mal du tout. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut arriver, que ce soit, mais c'est rarissime, c'est rarissime. Voilà. Donc ça, c'est mes petits trucs pour les douleurs qui marchent bien. Il y a beaucoup de questions sur les problèmes digestifs. Luc, est-ce que tu as des pistes? C'est vrai que très souvent la médecine conventionnelle est un petit peu sèche là-dessus, si j'ose dire. Sur un peu. Oui, surtout que les problèmes digestifs, c'est un vaste sujet parce qu'on parle de l'ésophage, en passant par les reflux gastro-ésophagiens, la vésicule biliaire, l'estomac, le duodénum, les intestins grêles, etc. Le reflux, Le reflux gastro-ésophageien? par exemple. Ah, reflux. Alors, il y a un petit truc quand même qui m'a... Et là, je suis content parce que j'ai vu un de mes collègues qui a écrit la même chose. Et je dis au moins, on est à deux à avoir fumé la moquette, c'est déjà intéressant. Parce que tu sais que pour les ulcères d'estomac, on soigne beaucoup maintenant avec, on cherche l'Helicobacter pylori, on a soigné, il y a de moins en moins d'ulcères d'estomac, on a des anti-acides, mais on a aussi des antibiotiques parce qu'on sait que l'Helicobacter pylori est souvent le responsable. Donc il y a de moins en moins d'ulcères. Moi, quand j'ai commencé à exercer, j'avais beaucoup de personnes qui avaient des ulcères d'estomac, qu'on était même obligé de traiter sur le long terme, etc. Mais, curieusement, ce que je me suis aperçu, c'est qu'au fur et à mesure qu'on soignait les ulcères d'estomac, il y en avait de moins en moins. Mais, curieusement, il y avait de plus en plus de reflux gastro-œsophagien. C'était une constatation. Je ne saurais dire pourquoi. Pourquoi, quel est le mécanisme de l'un. Et ce qui m'a fait plaisir tout dernièrement, c'est que j'ai lu dans un article un de mes collègues qui parlait de la même chose que moi, qui avait vu aussi ce passage de l'un à l'autre. Pour les reflux gastro-ésophagiens, là encore, au niveau énergétique, on a des choses qui sont possibles. Là encore, je veux pas non plus dire que c'est la panacée, qu'on va soigner tout le monde, etc. Si on peut travailler, c'est tout simplement au niveau, parce que c'est juste là le passage entre l'ésophage et l'estomac qui pose problème, et on peut utiliser justement, regarder s'il n'y a pas un blocage énergétique, regarder également, essayer de retonifier ce sphincter. S'il y a une hernie, on peut même essayer de la faire régresser ou de la faire se résoudre. On a des choses au niveau énergétique par rapport à ça. Là, je vous dis tout de suite, ça va dépendre beaucoup depuis combien de temps elle est là, cette hernie hiatale ou ce reflux, etc. Parce que plus le sphincter, on peut être facile à retonifier quand c'est au départ. Après, c'est beaucoup plus long. Par exemple, une hernie inguinale, si vous faites des petits cataplasmes d'argile alors qu'elle vient juste de commencer d'apparaître, vous avez forte chance que simplement ces cataplasmes d'argile retonifient les muscles de la paroi abdominale et ferment la hernie. Mais par contre, quand la hernie est là depuis plusieurs mois, les cataplasmes, on peut toujours les essayer parce que c'est pas bien méchant et on peut avoir mais d'un autre côté, c'est déjà beaucoup plus compliqué quand c'est des choses qui sont anciennes. Ça, c'est clair. Alors, au niveau de l'intestin, au niveau du tube digestif, etc. Bon, je dirais que il y a une alimentation déjà qui est intéressante à suivre. Voilà, on conseille souvent l'alimentation déjà de type méditerranéen. Et si vraiment c'était important, on peut penser à l'alimentation de type C du docteur Seignalé, qui est un grand précurseur que j'admire beaucoup. Après ça, on peut regarder du côté des intolérances alimentaires, le gluten, les laitages, mais il y en a aussi bien d'autres. Mais je dirais aussi d'une manière très pragmatique. Moi, je vous en dirais, commencez à faire attention un petit peu à votre alimentation. Regardez les graisses, etc. Pas trop, des graisses certes, mais des bonnes, mais pas trop non plus, etc. Sucreries, laitage, graisse cuite, il faut faire attention, pas trop. Mais je dirais que d'une manière très simple, quand on commence, on peut déjà voir à prendre des probiotiques le matin, bien dosés, à plusieurs milliards par prise. Et puis moi, je conseillais tout simplement déjà un verre d'eau argileuse le soir. C'est-à-dire que vous prenez de l'argile verte, vous en mettez une cuillère à soupe dans un verre d'eau, que vous laissez pendant 1 heure ou 2, et avant de vous coucher, vous buvez que l'eau, pas l'argile, mais que l'eau. Voilà. Donc déjà, les probiotiques, le matin, l'argile verte le soir, un petit peu à l'alimentation, de faire attention à l'alimentation, sans oublier, évidemment, le stress.
Pour la symbolique des intestins, c'est la symbolique des intestins, c'est quand il y a des personnes qui vous en nuisent. Oui, par exemple. Il y avait une petite histoire. Alors là, ce que je vais raconter est gratuit. Gratuit dans le sens que je connais absolument pas cette personne, mais je ne me permettrai pas. Mais quand on connaît la symbolique des maladies, de temps en temps, on a un autre regard. Et je me rappelle l'histoire que j'avais lue dans un journal. J'ai jamais vu la personne ni quoi que ce soit. C'était une histoire d'une femme qui avait un cancer de l'intestin. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui l'embêtait particulièrement dans sa vie. Et quelque temps plus tard, il y a son mari qui est décédé. Et 3 mois après le décès de son mari, guéri spontanément de son cancer de l'intestin. Voilà. Donc, c'est une autre lecture que l'on a voilà. Mais c'est complètement gratuit. C'est sans commentaire parce que je ne connais pas le cas, etc. Ça m'a fait sourire un petit peu quand j'ai vu ça. Parce que il y a des choses un petit peu différentes. Luc, c'est bien beau tout ça. Ça nous semble un petit peu magique, mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la capacité que l'on a. Alors, d'une part, il y a plein de questions qui se posent. C'est où trouver des bons praticiens? C'est pas la question que je voudrais te poser, mais c'est faut-il avoir un don? Faut-il avoir un don? Et comment on devient? Est-ce que c'est possible pour tout un chacun de devenir un praticien en énergétique? J'entends pas nutrition, etc. qu'on connaît, qu'on peut aborder avec plein de choses. Mais je trouve que le soin énergétique, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très très personnel, de très intense au fond de soi-même. Donc je pense pas que ce soit. J'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que toi, tu penses que par une formation, par une approche, est-ce qu'on peut devenir un bon praticien? Est-ce que c'est possible? On peut tous. Les soins énergétiques, c'est comme le piano. On peut tous apprendre à jouer du piano, mais on ne sera pas tous des Mozart, mais on aura tous, si on a de l'assiduité, si on s'exerce, si on pratique, on aura tous la possibilité de faire un joli morceau de musique en fin de compte. Les soins énergétiques, c'est exactement la même chose. Autrefois, quand je dis autrefois, j'ai l'impression d'être Mathusalem, mais peut-être il y a 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et avant, autrefois, sans doute qu'il fallait le don, comme on avait. Un peu comme pour la prière du feu. Il fallait un don qui se passait de mère en fille ou de père en fils, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que la prière du feu, on peut tous la faire maintenant. Les soins énergétiques, nous pouvons tous les faire. Et il n'y a pas besoin d'un don particulier. Et c'est simplement, moi, au niveau de mes stages, je vois bien sûr, il y a quelques médecins qui viennent, il y a des thérapeutes, il y a des podologues, des sophrologues, des thérapeutes de toutes spécialités. Mais il y a aussi tout simplement des parents, des grands-parents, des jeunes, des ados. Ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs quand ils viennent aussi, parce que tout le monde peut la pratiquer, tout le monde peut le faire. Et donc, on peut simplement, moi, mon travail, quelque part, est de montrer aux personnes, tiens, ce que tu ressens là, c'est ça. C'est ça. Et donc, moi, un peu mon boulot, c'est ça. C'est qu'on ressent les choses. Alors, aujourd'hui, les choses sont de plus en plus faciles, de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces. Et donc, c'est quelque chose qui est merveilleux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, toujours dans le soin, je vous ai dit, il fallait faire la protection. Donc ça, j'en parle aussi dans le parcours E, dans mes stages, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces soins, on a tout à y gagner. On peut les faire sur soi-même. On apprend même à les faire sur soi-même. On peut les faire à distance, etc. Donc sont des éléments où il y a plein d'outils possibles. Donc j'en livre déjà un grand nombre au niveau du parcours E, avec Aura, avec la technique de libération des méridiens, avec la recharge énergétique, avec plein de choses. J'explique un petit peu aussi comment ça fonctionne et tout ça. Mais après ça, bien d'autres au niveau des soins énergétiques et on voit les résultats qui sont immédiats. Et au niveau des stages, sincèrement, il m'est arrivé, sans mentir, parce que maintenant ça fait plusieurs années, je pense qu'il y a eu 2 personnes dans tous les stages que j'ai faits qui n'ont pas réussi à ressentir les énergies. Je pense qu'il y avait des blocages qui étaient situés à d'autres niveaux, mais c'était les 2 rares personnes, les 2 exceptions qui confirment la règle. Alors, tu nous parles 2-3 fois de oula, qu'est-ce que c'est ça? Où sommes-nous? Nous sommes là. Je voudrais Luc Baudin, c'est beaucoup mieux que moi, s'il vous plaît.
Non, non, c'est très beau, Frédéric. Oui, Allez. non, non, mais non, mais c'est absolument inintéressant. Donc, non, non, moi, en revanche, ton parcours, le parcours que tu as, eux, comme énergie et énergétique, euh, c'est un parcours que tu as mis en place justement pour pouvoir enseigner, pour pouvoir expliquer comment on peut se soigner soi-même, comment on peut soigner ses proches, comment on peut devenir pas un praticien au sens commercial du terme, mais comment pouvoir se soigner. En quoi consiste-t-il exactement? Alors, Alors, c'est vrai que ce parcours, cette formation, ça m'a demandé un travail absolument gigantesque. Et je dis toujours en plaisantant que si j'avais su au départ que ça allait me demander autant de boulot, je l'aurais fait, mais si j'aurais au pas moins, vu, au moins j'aurais été prévenu. Mais c'est vrai que ça m'a été, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur parce qu'en fait, euh, j'ai rassemblé au cours de tout ce parcours un grand nombre de techniques, de formations, de connaissances que j'avais et qui étaient quelque part dans mes cartons et ça m'a fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est d'arriver à les transmettre, à les passer au travers de faire revivre justement ces techniques sur l'Alzheimer, sur le cancer, sur la fibromyalgie dont on n'a pas parlé mais qui est aussi importante, sur la fatigue également qui est extrêmement importante également. Et donc ça m'a permis de refaire vivre avec plein de techniques parce que ce que je désire surtout c'est que vous soyez les plus autonomes possibles. Ce qui est rigolo, c'est que c'était venu un message qui m'était venu. Alors, je parle anglais, je parle anglais, bien sûr, mais je peux pas dire que je sois très anglophone. Mais ça m'est venu, d'ailleurs, une phrase m'était venue en anglais. C'est do it yourself. ouais. Donc, parce que pendant longtemps, j'espérais construire un lieu de soins, etc., une sorte de clinique de médecine naturelle, etc. Ça s'est jamais fait. À chaque fois, c'est tombé à l'eau pour des raisons diverses. Et puis, mais j'ai compris maintenant que c'était pas le but non plus, c'était pas la meilleure solution. C'est que la meilleure solution est de passer, de transmettre des outils afin que chacun puisse déjà travailler sur lui-même au niveau de sa santé, mais travailler sur lui-même sur son évolution, travailler sur lui-même sur les problèmes que l'on rencontre dans la vie, les conflits, les souffrances, etc. C'est ça ce que je dis. Après ça, les soins énergétiques, je me suis dit, intéressant aussi parce que c'est très nébuleux sous un certain nombre. Ça ressemble magique, mais ce n'est pas magique. Je ne suis pas un coup, hein, simplement. Ce que je fais, tout le monde peut le faire, c'est pas un souci. Et là, ce qui est important, c'est que au niveau des soins énergétiques, je me suis dit, ok, bon, on va faire aussi des petites formations pour que les personnes comprennent ce que c'est l'énergie, touchent un peu l'énergie avec quelques petites techniques. Alors évidemment, ça ne remplace pas, ce n'est pas, on me le pose souvent la question, ce n'est pas le programme de mes stages, ça c'est clair. Mais je dirais que là, vous avez déjà une 20% de mes stages qui sont dedans. Et puis, vous avez beaucoup d'autres informations avec la technique à Aura, avec le Ho'oponopono nouveau, avec la méthode Tempé, avec devenir maître de sa vie, etc. Vous avez plein d'outils qui vont permettre d'agir avec ces méditations, etc., qui vont agir à plein de niveaux. Et donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir parce que ça réunit une grande partie de mes connaissances, de mes savoir-faire acquis au cours de ces ans, de ces années et que j'ai envie de transmettre. Voilà. Alors, justement, ce parcours, il contient, sauf erreur de ma part, il contient presque plus de 80 vidéos. C'est juste fabuleux. C'est énorme. 80, Hein. Vous pouvez, tout le 80, monde, 80, il y a plein de livrets aussi. Pour chaque vidéo, il y a un livret. oui, c'est ça. Il y a, lors de ce parcours, quand on s'inscrit, si vous avez la possibilité, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant, il y a des offres spéciales, effectivement, ce soir. Vous avez à peu près 2 vidéos par semaine, 2 vidéos de 15-20 minutes à peu près, qui vous permet d'aborder tous ces sujets, de comprendre, de pouvoir les pratiquer. Vous avez de l'opono, vous avez du développement personnel, vous avez de la méditation, vous avez toutes les techniques que vous évoquez, justement, dans ce parcours tout ce que vous avez des surprises, un énorme cadeau sur Alzheimer et sur le cancer, hein, que vous aurez à la fin du webinaire. Enfin, bon, c'est énorme comme travail et surtout la possibilité, comme de tout un chacun, de devenir l'acteur de son soin. C'est ça qui est assez important. Donc, euh, on a une évolution. On a une évolution. Par exemple, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce parcours si on arrive à, à étudier ce parcours?
Luc, es-tu là? J'ai perdu Luc. Où est-il? Je l'ai. Oui, Marie-France, le parcours E englobe l'intégralité des méthodes abordées lors des formations. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose de complet. Vous avez la possibilité de revoir avec Luc la possibilité, par exemple, au bout du troisième mois, vous saurez vous-même augmenter votre niveau énergétique, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Excusez-moi, Luc va pas tarder à arriver, il en parlera évidemment bien mieux que moi. Et au bout d'à peu près de 4-5 mois, par exemple, 4-5 mois de formation tranquillement, pendant lesquels vous pourrez travailler, étudier, bien revoir toutes ces techniques, puisque ça va être hop, et je suis là, je suis revenu. Voilà, Luc ne devrait pas tarder à revenir aussi. Au bout de 4-5 mois, vous êtes où? Tu es là, Luc. Oui, je suis là parce que je t'entendais très mal, donc je me suis D'accord. permis d'interrompre pour réactualiser la page. Ouais, ouais. Moi, j'ai expliqué un petit peu en quelques mots en quoi consistait le parcours eux et que à partir du quatrième, cinquième mois, il y avait un élément qui était assez important que tu as évoqué, c'est la capacité de transmuter les souffrances en éléments constructifs. J'aimerais que tu prennes un instant pour nous expliquer en quoi cette terminologie transmuter vos souffrances en éléments constructifs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans ton parcours. Ah, c'est-à-dire, c'est que ça fait, c'est un petit peu la résultante. Au départ, j'étais dans les soins énergiques, comme je le disais, on faisait des extractions, de la chirurgie, etc. J'étais aussi au niveau de la psychologie, au niveau de l'Ho'oponopono, où on effaçait les mémoires erronées, etc. Mais en fait, je me suis aperçu que tout ça c'était bien, mais efficace, il y avait des résultats, mais on pouvait aller plus loin dans le sens que, d'une part, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de travailler sur la mémoire, le problème, mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller rechercher la cause de la cause de la cause de la cause du problème, remonter jusqu'à son origine Ouais, première. Parce que si on ne veut couper la tête du serpent, si on ne veut décapiter la partie émergée de l'iceberg, il y a le reste de l'iceberg qui est toujours là et il va revenir sur une motivation. Et l'autre élément, c'est que ce qui me plaisait pas non plus, c'était cette notion guerrière. mmh, Guerrière, d'ailleurs, on voyait ça aussi dans la protection. Il y avait de mauvaises énergies qui étaient ça. Et là, je dis, les mauvaises énergies, etc., ok, elles sont là, les mauvaises pensées qui peuvent être envoyées par d'autres personnes, etc., ça c'est juste. Mais plus que d'essayer de les bloquer, plutôt que d'essayer de les enlever, de les balancer à l'autre bout de l'univers, et si on transmutait, si on arrivait à transmuter ces souffrances en éléments positifs, pour nous, mmh, si on transmutait des mémoires erronées, dont je parlais tout à l'heure, en mémoire positive pour notre évolution, etc., là, ça change complètement, d'une part, les soins, parce qu'on n'est plus dans l'agressivité, on est au contraire dans un processus d'amour, où on est vraiment en train de donner à ces énergies négatives qui sont là aussi pour nous faire avancer, il faut bien le comprendre, les transmuter en quelque chose de positif pour nous, pour notre évolution. C'est vrai pour les soins énergétiques, c'est vrai nos pensées. C'est vrai aussi pour les souffrances qu'on peut avoir. Et là, je me rappelle, vous voyez ça avec des personnes qui étaient dépressives. Donc, je faisais pas de la transmutation, mais j'en faisais déjà sans le savoir peut-être. Parce que quand les personnes sont très dépressives, euh, et bien souvent, ils sont tournés sur eux-mêmes et ils sont toujours en train d'attendre des autres de la compassion, de l'amour, de l'attention, etc. Et généralement, ils ne sont pas satisfaits parce que les autres leur apportent peut-être de l'attention, de l'amour, mais pas de la manière dont ils attendaient. Et donc, ça renforçait un petit peu plus leur isolement qu'autre chose, alors que les autres essayaient de les bousculer, de les pousser, de les sortir, etc. Et eux, ce qu'ils attendaient, c'est qu'on vienne les consoler, les machins, etc. Ce qui ne fait que leur faire du bien quand ils reçoivent, mais ça ne change rien après. Alors, je leur disais à mes patients, eh bien, si vous faisiez le processus inverse, et si, au lieu d'attendre que les autres vous envoient de l'amour, et mmh, si c'était vous qui commenciez à envoyer de l'amour aux autres et à toutes les personnes qui sont autour d'eux. Et là, vous savez, il y a deux types de personnes. La majorité qui me regardait
comme si j'étais un extraterrestre. Mais il y en a d'autres, je voyais que ça faisait un petit tilt dans leur tête. Et en fait, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il faut changer complètement le paradigme, changer la manière de faire. Mais la plupart m'ont dit après qu'ils avaient réalisé ce changement de paradigme était long et difficile, et bien leur vie est complètement transformée. Là aussi, leur l'état dépressif a été affondu très rapidement. Alors, ça coupe un petit peu, par comment entendez. Moi, je t'entends, Frédéric. D'accord, parfait. J'espère que tout le monde suit. Nous, alors, pour ceux qui auront la chance de s'inscrire sur ce parcours E, là, vous avez l'offre qui s'est affichée. Vous aurez une petite surprise dans votre boîte mail dans pas longtemps. Alors, c'est ça, c'est ce que vous appelez attirer pour vous les situations positives, c'est ça? C'est-à-dire que vous projetez quelque chose de positif pour recevoir quelque chose de positif sans arrière-pensée. Voilà, parce que de toute façon, tu as repassé au vous, je pense que c'est à moi que ce discours s'adresse. Donc, donc oui, on attire toujours ce que l'on est. Et il y avait Wayne Dyer qui avait dit très justement, une très belle phrase de Wayne Dyer. Il avait dit, nous n'attirons pas ce que nous demandons, nous attirons ce que nous sommes. Et là, je pense qu'il a tout à fait raison. Et là, personnellement, dans les soins énergétiques, je vous ai dit tout à l'heure que le secret pour les soins énergétiques, c'est de demander ce que l'on veut ressentir, toucher, etc. Et on l'a tout de suite. Et donc, en faisant les soins énergétiques, j'étais tout de suite dans la demande. J'ai sans arrêt en train de demander à ressentir ceci, à travailler sur cela, etc. Donc, c'était la demande. Et après, quand j'ai lu les premiers bouquins sur la loi d'attraction, moi j'appelais ça la loi de la résonance, ou ils appellent ça la loi de l'attraction, et j'ai tout de suite pigé qu'ils avaient raison. Ce qu'il faut simplement comprendre dans cette loi d'attraction, c'est que la plupart des choses qu'on attire dans notre vie ne sont que des choses qu'on attire d'une manière inconsciente. Mais les physiciens quantiques nous le disent bien, c'est que l'univers autour de nous n'est qu'un vaste champ de potentiel. Et notre pensée va attirer à nous le potentiel. Donc, quelque part, on n'est pas le créateur de ce potentiel, parce qu'il existait déjà quelque part, on l'a simplement amené dans notre vie. Donc, on revient sur la notion de responsable. Je dirais que c'est pas qu'on est responsable, c'est nous qui l'avons fait. Mais d'un autre côté, ce qui est positif, c'est que à partir du moment où c'est nous qui l'avons fait, que c'est nous qui en sommes l'instigateur, ça veut dire que nous pouvons, par le même biais, l'enlever. Parce que c'est nous. Si c'était les autres qui le faisaient, eh bien, on serait tributaire du bon vouloir des autres. Mais si c'est nous qui le faisons, on peut enlever, si on change nos pensées, on va enlever ce potentiel et on va en attirer un autre qui va être plus positif par rapport à nous. Donc c'est pour ça, cette transmutation de nos pensées, il y en avait un qui disait toujours, nos pensées, ce sont des graines qui ont place dans l'avenir. Pour le demain. Nous sommes aujourd'hui ce que nous pensons de nous, ce que nous avons pensé de nous hier. Donc il est très important de faire attention à ce que nous pensons de nous, parce que nous sommes en train de créer notre avenir à travers ça. Et c'est pour ça que M. Coué avait tout à fait raison là-dessus. Alors, je vous rappelle que tous, autant que vous êtes, vous avez reçu un mail avec une petite surprise à l'intérieur. Vous avez tous les détails du parcours E, que Luc a mis des années et des années d'expérience à mettre en place. Et donc, je rappelle un petit peu en quoi il consiste. C'est 2 vidéos par semaine, 2 vidéos de plus de 20 minutes avec les PDF qui vont avec. Et quand vous vous inscrivez, vous avez aussi un livre qui s'appelle Se protéger des champs électromagnétiques. Ça, c'est très, très important parce que ça fait partie aussi des perturbateurs de notre système énergétique. Et vous avez des 6 vidéos. Alors, on a parlé d'Alzheimer tout à l'heure. Et là, vous avez concocté un concentré de conseils extraordinaires sur Alzheimer. Je crois que c'est 2h30 de programme. Est-ce que vous pouvez nous en reparler quelques instants? Parce que vous nous avez parlé d'Alzheimer, mais de ce programme vidéo de 2h30. Le programme de vidéo, il rassemble toutes les informations justement par rapport à la genèse de cette maladie, d'où peut-elle bien venir, parce faut faire attention à une chose. C'est que là, je vous ai expliqué, par exemple, que l'Alzheimer venait des plaques amyloïdes, des dégénérescences neurofibrillaires.
Sauf que là, je suis en train de vous rouler dans la semoule quand je vous dis ça. C'est parce que je suis en train de vous expliquer comment il est apparu. Mais je vous dis pas pourquoi il est apparu. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir pourquoi ces plaques amyloïdes se sont formées. Pourquoi ces plaques, ces dégénérescences neurofibrillaires sont déformées. Et là, vous savez, on se fait très très souvent avoir, surtout en médecine, parce qu'on est souvent en train on nous pose la question pourquoi, et on est en train de répondre le comment. Et là, on dit, bah, ok, on a la réponse du pourquoi, mais c'est pas la réponse du pourquoi, on a la réponse du comment. Donc, la réponse du pourquoi est intéressante. J'en ai déjà donné quelques éléments, mais il y a beaucoup d'autres pourquoi, d'autres hypothèses qui sont intéressantes. Après ça, le comment, quels sont les premiers symptômes, quand est-ce qu'il est intéressant et important de s'alarmer, quels sont les signes, est-ce qu'il y a des prises de sang, des éléments qui vont permettre des tests au niveau du liquide céphalorachidien, des lésions, des scanners, des IRM qui permettent de faire. Et là, vous verrez qu'il y a des choses qui sont en train de se placer et qui sont extrêmement intéressantes aussi là-dessus. Et après ça, quels sont les traitements? Les traitements au niveau conventionnel, les traitements au niveau préventif également. Et ce qui a été aussi intéressant, malheureusement pas pour mes patients, c'est que c'est vrai que quand j'ai suivi un certain nombre de patients pour un Alzheimer débutant, je me rappelle d'un monsieur en particulier que j'ai soigné comme ça pendant une dizaine d'années, et son Alzheimer avait été stoppé dans les tout premiers stades. Il n'était pas revenu comme il était avant, mais il avait tout à fait son autonomie, il s'intéressait à plein de choses, etc. Et moi, je suis parti, j'ai arrêté mon cabinet, et malheureusement, le médecin qui a pris ma relève n'a pas voulu continuer les traitements à base de plantes, de oligo-éléments, etc. Et là, d'un seul coup, sa femme m'a envoyé un mail catastrophé parce que dès que les traitements ont été arrêtés, le problème, la maladie s'est mise à reprogresser d'une manière importante. Donc, on arrive à stopper. Voilà. Après ça, on arrive à faire régresser certaines personnes. Ça, c'est sûr aussi, je l'ai déjà vu. Ce que je vous ai dit, malheureusement, quand la maladie est vraiment réalisée, ce qui est le plus important, c'est d'aider les personnes à la vivre bien. Parce que, comme disait un jour une personne, elle me dit de devenir fou, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ce que j'ai envie, c'est si je suis fou, au moins que je sois heureux. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, je réponds aux petites questions. Sur le parcours E, effectivement, vous avez accès à une plateforme personnalisée, évidemment, sur laquelle vous aurez les vidéos. Vous pouvez les voir à discrétion, évidemment, quand vous le voulez. C'est 2 fois par semaine, mais ça ne s'efface pas après, évidemment. Et c'est effectivement 47 € par mois. Vous pouvez vous désabonner quand vous le voulez. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun engagement de prendre perpète sur ça. Mais de toute manière, à mon avis, quand vous aurez pris goût à la prose de Luc, je pense que vous verrez les effets bénéfiques de ce parcours sur soi-même, sur vos proches, etc. Donc c'est très très important. Et vous recevez encore une fois les livres Se protéger des champs électromagnétiques, les 6 vidéos du protocole Alzheimer. Et donc vous n'avez pas d'engagement systématique. Il y a le lien qui vous a été envoyé par mail à tous, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour voir précisément l'offre et le petit cadeau et la surprise que vous avez sur Marianne nous dit très bon parcours Alicia qui est déjà abonnée apparemment a l'air d'être ravie, elle n'est pas la seule. Marie-France, il y a Bertrand, oui Bertrand, pourrait-on avoir le parcours E en Belgique et comment faire? Il suffit de cliquer sur le lien. Et aussi pourra-t-on le faire après ce soir, mais évidemment vous pouvez le faire et on vous conseille vivement de le faire ce soir. Vous allez voir que les effets sont bénéfiques. Moi qui suis praticien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ostéopathe. J'ai lu les nombreux bouquins de Luc parce que c'est vraiment passionnant. J'applique ces principes qui ne sont pas des dogmes, qui sont des guides. C'est vraiment passionnant. Et moi qui vois des patients effectivement tous les jours, j'avoue que c'est assez impressionnant, c'est assez étonnant d'avoir ce ressenti. Et j'ai jamais eu la chance de faire le parcours E pour le moment, mais je vais le faire. Mais j'ai lu tous ces bouquins, j'ai écouté pas mal d'interviews et j'ai eu la chance de faire ça. Et c'est vraiment étonnant. Il y a un avant et un après. C'est vraiment assez étonnant. Et je pense que c'est ce dont témoignent les praticiens, enfin pas les praticiens, les personnes qui ont suivi votre parcours. C'est vraiment avant et après. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc? Qu'est-ce que tu en penses, Luc? Chaque fois que je te vous vois, ça m'énerve. C'est vraiment quelque chose de particulier. Quels sont les retours? Qui parle merci Frédéric de cette présentation.
me touche, surtout de connaissance, ça me fait plaisir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, nous sommes libres depuis le jour de notre naissance. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'incroyable et indispensable à bien comprendre, c'est que nous sommes libres et que tous ceux qui nous disent le contraire sont en train d'essayer de nous coincer dans un certain nombre de dogmes, de lois, de règles. Et ça, c'est quelque chose, moi, pour moi, la liberté est quelque chose qui est importante. Et pour moi, c'est important pour moi et ce que je pense pour vous également. Et c'est pour ce que vous soyez le plus libre possible par rapport à votre vie, que vous ne soyez pas, faut arrêter de penser que vous êtes en train de la subir et là encore de se dire qu'on peut changer sa vie, qu'on peut la transformer, qu'on peut la transmuter, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et souvent même au niveau des stages de 5 jours, mais pour le parcours c'est la même chose. Souvent il y a un avant, il y a un après, parce que d'un seul coup on voit la vie d'une autre manière. Après ça, je dis toujours aux personnes quand ils lisent mes bouquins, quand ils font suivre des formations, des stages, le parcours, eux. Moi, je dis une chose qui est simple, c'est écoutez, lisez ce que je dis avec votre cœur. Une fois que vous l'avez lu, entendu avec votre cœur, analysez-le toujours avec votre raison. Elle est très importante, cette raison. Gardez votre esprit critique. Et puis, une fois que, si vous voyez que la raison et le cœur, disent la même chose, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à commencer à la pratiquer. Et donc c'est vrai que ce qui est important, c'est que vous soyez, que vous demeuriez libre, le plus libre possible de votre vie, et vous avez tout entrant dans vos mains. Et il y avait la Boétie qui disait une chose extraordinaire. Il était au Moyen Âge, il écrivait ça au Moyen Âge. Il disait les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ah, excellent, excellent. Donc voilà. À nous d'inverser comme tu disais, les paradigmes, ne pas penser que les pathologies sont invincibles et que tout procède de notre intérieur, notre essence même. Alors justement, à propos de notre intérieur, je parle juste d'un intérieur très très proche, c'est la peau. Il y a beaucoup de pathologies, de questions, pardon, qui sont posées au sujet de la peau, du psoriasis notamment et de l'eczéma. Je sais que c'est deux choses différentes, mais est-ce que tu pourrais évoquer quelques pistes là-dessus, s'il te plaît? Déjà, il y a le premier point, c'est que ça fait partie des conflits de la peau, et donc ça fait partie, il y a eu des conflits de séparation au départ. Séparation, deuil, divorce, déménagement, etc. Dans le psoriasis, c'est qu'il y a même eu un double conflit de séparation. 2 conflits qui ont fini par générer ça. Après ça, donc ça, c'est très important à les repérer, à les connaître et à les changer. Donc, on peut vraiment, avec les soins énergétiques, repérer s'il n'y a pas un choc émotionnel, etc., qui sont par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que tous les problèmes de peau, ce sont des exutoires, des éliminateurs. C'est-à-dire, c'est que toutes les toxines qui sont à l'intérieur de notre corps vont ressortir à ce moment-là au niveau de notre peau. Moi, vous savez, j'ai pas d'eczéma ou de choses comme ça, mais de temps en temps, il m'arrive d'avoir un petit coup de rhume allergique qui m'arrive. Et quand j'ai un rhume allergique qui m'arrive, je me dis pas ça vient du pollen, du machin, etc. Niet. Ça, ce sont les comment, c'est les moyens, c'est pas la cause. La cause, c'est parce que moi, je suis encrassé. Et donc là, je commence à refaire attention à ce que je mange, à boire beaucoup plus d'eau pour laver mon organisme, à refaire plus de sport, à refaire plus d'exercices pour nettoyer cet organisme. Et puis le troisième et le dernier élément, qui est aussi un point important, c'est tout ce qui est stress, nervosité, anxiété, etc. Donc c'est vrai que c'est conflit de séparation, nettoyage du corps et de l'organisme. Plus le corps sera nettoyé et moins il y aura de problèmes de peau. Et puis le travail au niveau au niveau de stress, de la nervosité, etc. Donc, c'est vraiment les clés. N'oubliez pas le conflit de séparation à trouver. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui lui, il était d'origine pied noir et il a eu un psoriasis. Et lui, il est arrivé parce que pied noir et le premier choc, c'est quand il était obligé de revenir en France à la suite des événements d'Algérie. Premier conflit de séparation. Deuxième conflit de séparation, quelques années plus tard, séparation avec son épouse. Eh bien, cet homme a guéri de son psoriasis, je dis bien guéri de son psoriasis, parce qu'il a travaillé sur ces 2 conflits. Il a fini par accepter, digérer ces 2 conflits. Ça, avec le nettoyage de l'organisme, etc.,
ça lui a permis de faire disparaître son eczéma. Donc au niveau énergétique, on peut travailler sur les chocs émotionnels, on peut travailler sur le conflit, on peut nettoyer également ces éléments. J'ai même vu tout dernièrement, c'est un ancien stagiaire qui m'en avait parlé. Je l'ai vu moi personnellement après. C'est que même un vitiligo, c'est une lésion de la peau qui provoque des dépigmentations des peaux qui deviennent blanches, etc., et des plaques qui s'étendent, qui sont des maladies auto-immunes. Donc, on pourrait travailler aussi sur le maladie auto-immune par la micro-immunothérapie, etc. Ça, c'est très efficace également sur le plan médical. Mais au niveau énergétique, on avait travaillé sur la lésion, etc. Et on commençait à voir au sein de ces plaques blanches quelques endroits de repigmentation. Ouais, quand même. Oui. Donc bon, c'était le tout début. Est-ce que on peut pas crier victoire tout de suite, mais voilà, c'est des éléments comme quoi, pour moi, le miracle est toujours possible. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le miracle ne vient pas des médecins, des thérapeutes, quels qu'ils soient. Le miracle, il va venir d'abord et surtout du patient qui doit comprendre l'essence de sa maladie, changer son mode de vie, changer sa mode de pensée, digérer le conflit, etc. Comprendre la souffrance de son être. Et de l'autre côté, le traitement va arriver et bingo, les deux ensemble vont faire que le miracle est possible. Mais ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le thérapeute. Le thérapeute, lui, va donner simplement l'outil qui va permettre de passer dans la guérison qui peut paraître miraculeuse, alors que ce n'est pas une guérison miraculeuse, ça devrait être la guérison de toutes les maladies. Luc, tu nous parles d'outils. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit cadeau ce soir? Une petite technique en avant-première, s'il te plaît. Allez, je te prends comme ça, je te prends à froid, à chaud, Oui. hein, à chaud. Je te pique. Tu parles beaucoup de techniques et tu nous as dit, il faut boire beaucoup. Il faut boire beaucoup, effectivement, il faut boire beaucoup. Je suis sûr que tu as une petite technique sous le coude ou sous la main, ça serait encore mieux, je sais pas, d'énergétisation de l'eau pour pouvoir la potentialiser encore plus. Alors, déjà pour l'eau déjà, tout court. Boire de l'eau, oui. Mais moi, ce que je me suis aperçu, c'est un bon truc également, c'est que souvent, dans la matinée, dans l'après-midi, on a des petits coups de barre. On a des petits coups de barre, de fatigue, etc. Donc on se dit, oh là, mais qu'est-ce que j'ai faut que j'aille manger un petit morceau parce que j'ai peut-être une hypoglycémie ou peut-être que mon estomac est vide. Ou alors on va se dire, bah tiens, on va faire une petite sieste parce qu'on va se reposer pendant 2-3 minutes histoire de se recharger un peu. Puis en fait, on s'aperçoit que ça donne pas grand-chose tout ça. Et je me suis aperçu que quand j'avais ces petits coups de pompe sur le coup de 11 heures du matin, voire dans l'après-midi, ben qu'est-ce que je faisais? Je prenais un grand verre d'eau, voire 2 grands verres d'eau. Et là, à ce moment-là, je sentais déjà la forme qui revenait juste après. Et donc, c'est parce que ce sont souvent des signes de déshydratation. Donc, il faut bien le savoir parce que c'est un petit truc qui peut déjà changer pas mal la vie. La deuxième chose, oui. Alors après ça, on peut la magnétiser, l'eau, bien sûr, mon cher Frédéric, on peut la magnétiser. Qui va en plus donner, en plus de l'hydratation, de l'énergie. Alors, pour énergétiser l'eau, tu sais bien, j'aime bien les choses qui sont compliquées. Plus exactement, je fuis les choses compliquées. Parce que dès que c'est compliqué, Luc, il est plus là. Pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit que la personne qui est en train de vous expliquer ça n'a pas compris, et donc elle complexifie la chose parce qu'elle n'a pas compris, en fait. Soit la personne qui vous explique ça a très bien compris, mais la complexifie pour histoire de garder toujours le contrôle. Donc, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il faut partir. Donc, pour moi, c'est clair, parce qu'après ça, bobo tête, non. Alors bon, moi, je prends mon verre d'eau. Là, je l'ai posé devant moi. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vous ai dit, on va demander de l'énergie. On peut demander de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il suffit de demander l'énergie du Ha, comme disent les Polynésiens. On va demander l'énergie cosmique, l'énergie qui vont nous venir de l'univers entier. On peut demander les énergies telluriques, les énergies de la Terre. Et on va demander les énergies cosmiques et telluriques, éventuellement. Donc, moi, je demande souvent les deux, parce que les deux, surtout l'eau, ça vient de la Terre, donc elle a besoin aussi des énergies telluriques. Et donc, je peux demander ces énergies, et si je fais bien attention, et je reste concentré sur ma demande, eh bien, à ce moment-là, je vais sentir les énergies qui vont entrer en moi. Déjà, ça va me permettre de me recharger.
ce qui n'est pas désagréable d'une part. On sent à ce moment-là que l'énergie universelle, l'énergie du A, elle se transforme en vitalité, en mana. Et puis, on peut se recharger déjà par soi, et puis pour soi-même. Et puis après, on peut se dire, OK, avec mes mains, les énergies que je reçois, ben, je vais les envoyer dans mon verre d'eau. Voilà. Et donc, ces énergies, on sent les énergies qui rentrent, éventuellement par la tête, pour les chakras coronales, pour les énergies cosmiques. On peut sentir les énergies de la Terre qui nous rentrent par le chakra racine qui vient du petit bassin, et donc qui rentre, et puis à ce moment-là, on peut nous recharger, se recharger soi, remonter son mana, et puis on peut aussi transmettre ça, que ce soit à quelqu'un d'autre, une patient qui est malade, etc. Ça va lui faire beaucoup de bien, et puis on peut recharger aussi sur un verre d'eau, et ça aussi. Et après ça, nous n'avons plus qu'à boire ce verre d'eau. Faut arrêter juste avant que ça bouillonne, parce que non, je rigole. Alors là, tu nous as évoqué une technique de magnétisation, de réénergétisation. Dans ton parcours il y a beaucoup aussi de méditation. Hein, il y a beaucoup de travail sur soi. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'expérience de visualisation? D'expérience de visualisation, parce que là, on n'est plus sur la méditation, on est sur la visualisation. Oui, enfin, pour moi, c'était un petit peu plus, c'était moins magnétique, c'était plus mental, on va dire. Mental, oui, la technique de visualisation, on a une que j'ai utilisée très souvent avec mes patients qui avaient le cancer, justement. C'est-à-dire, c'est qu'ils se visualisaient, ils me disent, je fais de la visualisation pour mon cancer. Je dis, ah bah, c'est super, qu'est-ce que vous faites? Et puis, ils me disent, oui, bah, je suis en train de voir mes petites cellules cancéreuses qui sont dans mon organisme, qui se font attaquer par une cellule blanche, par une cellule immunitaire. Et puis, si les risques sont bien plus nombreux que les normaux, ils vont faire par le bulles blanc que les cellules cancéreuses, elles vont finir par détruire ces cellules cancéreuses, etc. Je dis, waouh, là, c'est bien, mais c'est un sacré champ de bataille chez vous. Et donc là, je leur ai dit, si on change encore là de paradigme, et si on considère que le cancer, il n'est pas venu par hasard, si le cancer est venu parce qu'il a quelque chose à vous dire par rapport à votre vie, à ce moment-là, vous pouvez considérer de se dire, OK, vous, les cellules cancéreuses, vous avez muté, vous avez dégénéré, je dirais, pour des tas de bonnes raisons, certainement pour des tas de bonnes raisons. Seulement maintenant, OK, nous avons compris ces raisons. Et donc, je vais demander à ce que ces énergies, ces cellules reviennent dans le giron de la normalité, deviennent normales ou reprennent une fonction normale et reviennent dans notre corps et on les envoie et on les fait revenir à tout notre humour. On les fait revenir au sein. Nous savons, et ça aussi, j'ai écrit un bouquin là-dessus parce que j'avais été éberlué quand j'avais découvert ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais quand j'avais vu toutes les études qui avaient été faites là-dessus et comment ces études étaient silencieuses, on n'en parle jamais. Eh bien, tout simplement, on s'est aperçu que les cancéreux venir mal. Ils appellent même les cellules révertantes. Et donc, c'est du domaine du possible. Et là, d'un seul coup, on n'est plus en train de faire la guerre à l'intérieur de notre corps, on est en train de dire aux cellules cancéreuses, OK, vous êtes des enfants fugueurs, vous avez vécu votre vie, vous avez voulu nous faire comprendre quelque chose, maintenant on l'a compris, maintenant revenez et on vous accueille avec plein d'amour. Et là, sincèrement, je ne peux pas dire que ça a donné plus de résultats que la première solution parce que je n'ai pas suivi mes patients pendant longtemps pour le savoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que leur vision de leur corps, leur vision de leur rêve était refait et c'est un champ d'amour, c'était. Luc, ça coupe un petit peu. Ça coupe un petit peu. Excuse-moi, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu peux rafraîchir non pas la mémoire, Ouais, je vais la rafraîchir. Je dirais aussi que avant de rafraîchir, pendant que ma mémoire est en fraîche, c'est quand parce que ça coupe trop. Bon, on fera. Allez, je rafraîchis. S'il te plaît. En attendant que Luc nous rafraîchisse sa page, et désolé pour ces petites interruptions parce que vraiment c'est déjà exceptionnel de l'avoir de si loin. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à ce parcours qui est assez exceptionnel. Vous avez bien compris que Luc était un personnage hors norme et nous avons la chance qu'il nous fasse partager ces expériences, c'est plus de 30 ans d'expérience, de travaux. Vous avez entendu son parcours, vous avez entendu toutes ses compétences. Donc, si vous abonnez à ce parcours
Vous avez déjà votre email dans votre email, vous avez une petite surprise qui vous est réservée, donc n'hésitez pas à y aller. Et donc, c'est 2 fois par semaine. Vous avez des vidéos de plus de 20 minutes avec les PDF qui vont avec. Et notamment, une fois que vous êtes inscrit, alors on te retrouve et je finis ma phrase, 2 vidéos par semaine de 20 minutes. Hein, donc, Luc nous explique tout le fonctionnement de cette technique énergétique. Vous avez les livres Se protéger des champs électromagnétiques, les 6 vidéos sur le protocole Alzheimer. Et je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité à tout moment de vous désabonner, mais c'est tellement facile de le dire parce que c'est de la confiance. C'est de la confiance et vous verrez que comme vous allez grandir au fond de vous-même, vous allez vous sentir les bénéfices, vous pourrez pas vous départir de cette formation. Plus de 80 vidéos, c'est assez exceptionnel. Alors je sais que nous avons été plus de 3700 ce soir, 3700. Luc, je sais pas si tu te rends compte que tu as explosé les compteurs, si j'ose dire, 3700 présents à vouloir t'écouter et d'assister. Et je veux bien te laisser finir ta phrase avant de conclure. Tu étais en train de parler d'une expérimentation. Vas-y, j'espère que ça va marcher. Non, la simple fin, ce que je voulais préciser sur la visualisation, ce qui est important, c'est de ne pas se visualiser non malade, mais c'est se visualiser toujours en pleine forme. Et visualisez-vous toujours tel que vous voulez être, que ce soit quand vous êtes malade et que vous voulez en sortir, mais aussi quand vous voulez être dans votre vie. Pensez à ce que vous voulez être. Et après, n'oubliez pas, c'est que vous êtes en train de quelque part envoyer ça dans l'univers et le potentiel de cette pensée va commencer à faire son chemin vers vous. Donc, pensez, visualisez-vous ce que vous voulez être. N'oubliez pas que dans l'univers, il n'y a pas de limite. Donc, voyez grand, voyez beau, voyez magnifique et puis vous verrez. N'oubliez pas aussi que l'univers répond souvent à ce que l'on est. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait des demandes avec l'ego. Je voudrais une belle voiture, je voudrais ceci, cela. Mais ça, c'est l'ego. Alors que l'univers, il répondra beaucoup mieux si vous répondez à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à ce que vous aspirez, à vos aspirations profondes, à ce que vous êtes vraiment. Et là, la vibration doit être nettement plus forte parce que il va répondre pas forcément à la belle voiture, mais il va vous apporter quelque chose qui va être encore mieux pour vous, c'est-à-dire plus en adéquation avec ce que vous êtes. Voilà. C'est ça. C'est qu'on n'est pas forcément dans la demande de quelque chose qui est bon pour nous, mais l'univers, c'est bon pour nous. C'est-à-dire qu'il faut faire l'univers, oui. C'est-à-dire l'univers est là pour répondre à nos demandes. Ça, c'est clair. C'est pas lui, il va jamais juger si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Lui, c'est pas son problème. Lui, il va apporter ce que l'on demande. La plupart de ce que l'on le demande est inconscient. C'est pour ça qu'il est important de conscientiser nos pensées, parce que si on laisse aller nos pensées inconscientes, il y a plein de pensées inconscientes qui sont pas très très positives pour nous, du genre je suis nul, je vaux rien, j'y arriverai pas, etc. Donc c'est des pensées inconscientes qui vont amener des situations qui vont être du même acabit. Non, ce qu'il faut, c'est surtout conscientiser nos pensées pour amener des éléments, mais il faut aussi faut bien comprendre que les pensées qui vont avoir la plus grande puissance de l'histoire, c'est les pensées qu'on va faire avec le cœur, les pensées qu'on va faire avec notre être. C'est la puissance vibratoire importante. Celles-là ont encore plus de chances de répondre positivement. Et je terminerai sur une dernière petite chose qui est son importance aussi par rapport à... J'avais une femme qui m'envoie un mail un jour en me disant Docteur Baudin, j'ai des soucis parce que j'ai beaucoup de traites, beaucoup de choses à payer, donc je voudrais gagner au loto pour payer toutes ces traites. Bon. Alors je dis oui, enfin les traites c'est quand même vous qui les avez choisies, mais bon, je comprends aussi, mais si vous avez payé toutes ces traites, qu'est-ce que vous voulez faire après? Elle me dit oui, parce que si j'ai payé toutes ces traites, j'aurais plus ces soucis d'argent et là, je pourrais faire la vie que j'ai envie de mener. Vous comprenez? Et là, le problème, c'est que elle était en train de demander à l'univers de l'argent, et où? Alors que son être est en train de lui dire voilà ce que tu devrais faire. Et c'est pas demander de l'argent, c'est dire à l'univers voilà, je voudrais faire ceci, ça me tient vraiment à cœur. Et là, la manière dont va répondre l'univers, c'est à lui qui va nous donner la solution. Mais si on est tout en train de lui demander donne-moi 1 million d'euros, on est en train de lui demander le comment. On est en train de lui donner la manière à suivre. Alors que lui, on lui dit je
voudrais développer ça dans ma vie parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, là, il va l'entendre. Et là, le chemin qu'il va faire pour vous apporter ce que vous avez demandé est souvent un chemin que vous attendez pas, C'est ça la avec surprise. des moyens que vous attendez pas. C'est la surprise, mais c'est des bonnes surprises. Oui, bien sûr. Alors, vous avez été extrêmement nombreux à assister. Désolé, évidemment, nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions, mais il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui se trouvent dans les livres de Luc, dans les formations et surtout dans le parcours E, auquel vous pouvez vous abonner, évidemment. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Désolé pour les petites interruptions de son et d'image, mais vous avez toutes les questions. Posez les questions à la technique pour savoir exactement comment se passe le parcours E. Apparemment, on m'entend mal. Luc, tu m'entends? Pour Ah, moi, je t'entends bien. d'accord, ok, tout va bien. J'avais peur qu'on ne m'entende pas bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Désolé pour les questions qui sont restées en suspens. Il y a plein. On pourrait rester des jours et des jours à écouter Luc et son sourire et son positivisme. Euh, Est-ce qu'on peut, Thierry complète, est-ce qu'on peut interrompre? De toute manière, vous avez la possibilité, toutes les vidéos sont sur votre plateforme, donc vous les regardez à votre convenance, à votre rythme. Donc n'hésitez pas à, à retourner sur votre plateforme où vous avez tous les éléments. Ce, ce, ce webinaire, pardon, peut être revu en replay à discrétion aussi. Vous pourrez assimiler aussi toutes les informations de Luc quand vous voudrez. Et je pense qu'il y aura certainement aussi une transcription pour pouvoir avoir tout ce qui a été dit par écrit. Merci. Le titre du livre, Luc, le titre de livre qui va arriver, c'est Marie-Hélène qui te pose la question, qui va arriver en décembre sur la pensée spirituelle. La médecine spirituelle. Et pour la petite histoire, je suis en train d'écrire aussi mon deuxième roman, qui va être aussi un roman initiatique qui parle. Ah, c'est autre Voilà, chose. ça c'est le prochain la médecine spirituelle et on parle justement des médecines physiques, énergétiques, psychologiques et émotionnelles et bien sûr spirituelles pour comprendre un petit peu. Pour moi, si vous voulez, c'est qu'on est des êtres bien sûr de matière, mais Freud avait raison. Il se passe un certain nombre de choses en dessous de la ceinture, mais les plus belles choses sont largement au-dessus et sont un peu là, sont beaucoup oubliées par beaucoup de personnes et par la médecine en particulier. Et je pense qu'il est grand temps de la remettre à leur place. Je pense que je vais conclure avec le mot de Rachel qui est vraiment très beau, très bien. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui réponde à presque toutes mes questions sur l'énergie. J'ai eu un maître Reiki qui n'était pas pour moi et j'ai pas fini la phrase, mais voilà. En tout cas, le mot de Rachel est conclu parfaitement. Euh, Quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui sait répondre aux questions. Et Luc, on te remercie mille fois, mille fois, mille fois, 10 000 fois de ton sourire, de ton énergie. Et on espère se revoir très très vite. On vous embrasse tous et n'hésitez pas à, à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. On vous souhaite une bonne santé et on salue Luc de son... Ah, Merci Frédéric, merci là, d'accord. à vous d'être resté si tard pour écouter un petit peu ce que j'avais à vous dire et surtout, ben, je dirais le mot de la fin et qui est pour moi très important, c'est que soyez toujours heureux. Et quand vous Ouais. avez des choix à faire, prenez toujours le choix qui vous rend heureux. Heureuse parce que si vous prenez les choix qui vous rendent heureux, ça veut dire que vous êtes sur votre route, tout simplement. Et comment on dit au revoir en polynésien, s'il te plaît, en tahitien? Alors on dit merci, Maloulou. Et puis quand on dit au revoir, c'est nana. Super. Merci à tous. On vous embrasse tous. On vous souhaite une très bonne santé et prenez soin de vous. À bientôt. Merci.